Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leurs jeux. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast quasi impermanent, quasi mensuel, quasi Antoine Morgenthaler, j'ai envie de dire, ça va la pêche? Ça va la pêche, bonjour, bonsoir. Nous sommes également avec Marie. Marie, bonjour. Bonsoir. Nouvelle sur le podcast de La Cellule. Je vais te demander de te présenter après avoir fait un premier tour de table. Nous sommes également avec Johan Fichet. Johan, bonjour, le bidulant, ça va la pêche? Salut. Et nous sommes avec Kaseo Kidam. Grande première pour Kaseo Kidam. Bien bonjour. Ça va la pêche? Ça va. Ça me fait plaisir de te revoir de te recevoir et de te revoir dans les locaux de La Cellule parce que tu fréquentes les couloirs quand même. On t'a vu 2-3 fois à la barreau. 2-3 fois, effectivement. Voilà. Littéralement un moment pour accompagner un ami qui venait faire quelque chose. J'ai squatté le même train que lui. Mais par contre, on ne t'a pas entendu en tant que Kaseo Kidam sur les podcasts de La Cellule, me semble-t-il. Il y a extrêmement longtemps, je crois qu'il y a eu un podcast sur Sens d'une partie catastrophique que j'avais maîtrisée il y a 1 million d'années à peu près. Et j'étais très choqué que tu avais réussi à rendre le podcast intéressant. Mais à l'époque, tu n'avais pas ce pseudonyme de Kaseo Kidam. Effectivement. Et voilà. Donc, enchanté vraiment de t'accueillir sur ce podcast. En plus, tu es venu avec plein de jeux super. Et on va commencer tout de suite par la présentation de Symposium. Mais d'abord, je voudrais juste repasser le micro à Marie pour qu'elle se présente. Alors, Marie, qui es-tu? À quoi tu joues? Tu joues? Je joue plus souvent à des jeux de plateau. J'aime beaucoup les jeux de plateau coopératifs. Et je joue un peu aux jeux de rôle, mais souvent plutôt des jeux de rôle Mad Fantasy. J'aime bien un jeu qui s'appelle Patrouille, mais qui est assez... voilà. Ce que Marie ne dit pas et qu'on peut le dire, c'est que à une époque, elle a aussi fait faire du jeu de rôle pour des enfants. Ah oui. C'est vrai que j'ai un jour fait une partie de jeu de rôle pour 12 enfants de 12 à 6 ans. Ah, bravo. T'as fait de la colo? Exactement, ouais. Pendant 45 minutes. Et ils ont passé un bon moment. Cool. Eh ben, c'est formidable, ça c'est une belle expérience. C'est Natacha Forel aussi qui a une belle expérience, qui fréquente ces micros régulièrement, du jeu de rôle et du jeu de société en colo. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Kaseo, peut-être te représenter aussi pour les auditeurs auditrices de La Cellule qui ne te connaîtraient pas, ça peut valoir le coup quand même. Ouais, alors du coup, moi rapidement, donc du coup, c'est Kaseo Kidam sur les internets. Maintenant, la prononciation est officielle. Ouais. Elle a été officialisée il y a déjà quelques mois par erreur de ma part. Donc du coup, allez-y. C'était Quidam, il y avait des gens qui disaient que c'était Quidam ou Quidam. J'ai entendu absolument tout et en vrai... K-C-Ho, Quidam. Il n'y a pas de prononciation officielle. Ce sont 3 lettres tapées au hasard sur mon clavier quand j'avais moins de 14 ans. Et il y a des Kidam. Il y a des Kidam, il y a un autre Kidam dans le monde du jeu de rôle. Angela Kidam, qui est illustratrice. Et j'ai dû, au bout d'un moment, effectivement, mettre à jour ma bio pour dire que je n'étais pas Angela Kidam. C'est génial. Effectivement. C'est génial. Moi, effectivement, j'écris des jeux de rôle de manière... donc, moi, personnellement, ce que je dis de manière totalement amateuriste, quasi professionnelle. Ce qui veut dire que je ne fais pas payer mes jeux. Mes jeux ne sont jamais finis ou presque jamais. Ils sont disponibles sur la plateforme Itch.io maintenant, parce que c'est celle qui me permet de mettre à jour les jeux sans avoir le moindre souci et de mettre des changelogs et autres. J'ai un certain nombre de jeux maintenant qui sont posés là-dessus. Je ne vais pas passer dans le détail tous. Moi, je vais le faire. Il y a okay. Alors, vas-y. Alors, moi, Itch.io, la plateforme, je ne sais pas, je te laisserai le faire. Mais par contre, il y a un jeu que je veux qu'on insiste, dont on parle, c'est Yokai, qui a été un des jeux des ateliers
imaginaire. C'est ça, effectivement. Donc Kaseo Kidam, c'est quelqu'un qui fréquente depuis très très longtemps en réalité l'indépendance francophone, on va dire Silent Driftienne, puis Atelier Imaginarienne, etc. Et les théories de Frédéric Sintès également, dont tu es une lectrice importante. Voilà, donc faut préciser ça. Ça fait très longtemps que tu connais The Forge, que tu fréquentes ces théories, etc., etc. Je zone beaucoup, effectivement. Yokai est effectivement mon premier jeu publié qui se voulait un jeu calme et mignon. On joue des yokai, alors aucune réelle référence directe dans une ambiance japonaise, mais je ne m'y connais pas spécifiquement, donc on n'est pas sur des références directes aux vrais yokai, aux vraies créatures. C'est pas un livre d'anthropologie. Absolument pas. C'est une référence à la pop culture des yokai. C'est ça, on est sur la pop culture et où le jeu a beaucoup une base de prosopopée sur le principe. Ma manière de faire est quand même beaucoup de reprendre des bases de jeux qui existent et de redévelopper par au-dessus de manière assez notable. Ça, c'est comme ça que je t'ai rencontré, en fait. Oui, voilà, c'est exactement. Dans la liste des jeux que j'ai, alors du coup, actuellement mon projet justement, pas de The Shortcut Hack, mon accent anglais est dégueulasse et je suis nul en hommage, mais et basiquement j'ai pris Donjons et Dragons et j'ai dit je vais dégager tous les chiffres, je ne veux plus de chiffres. Le jeu est maintenant son propre jeu en vrai, mais il a toujours cette ambiance médiévale fantastique sans univers associé, mais avec tout un aspect très, ce que j'appelle un buffet garni, c'est-à-dire je crée mon personnage à partir de ça a l'air simple comme ça. Allez, j'ai juste à prendre un background, j'ai juste à prendre une classe, et en fait, j'ai choisi telle classe, maintenant j'ai 3 sauts de sous-choix, maintenant j'ai 4 autres sous-choix, etc. Avec par contre pas de chiffres et un focus sur l'histoire qui est racontée, donc un aspect beaucoup plus, beaucoup moins calcul mental, parce que je n'aime pas faire des maths improvisés pendant mes parties de jeu de rôle. Écoute, tu auras peut-être l'occasion de nous le présenter. Ouais. Ce que j'aime bien avec ta démarche, c'est que tu dis et tu affirmes que tes jeux ne sont jamais finis. Tu dis ils sont en bêta éternelle. C'était aussi le mot qu'on employait d'ailleurs pour Ex Nihilo. Je me retourne vers Antoine. C'est ça. Il y a une première raison, c'est que je me suis pas entouré d'une vraie équipe de relecture ou de quoi que ce soit, et j'ai pas trop envie de le faire, parce que tout ceci demande du temps et de l'énergie et du travail, et il y a des gens qui font ce travail. C'est très très bien, mais moi non. Mes capacités en orthographe sont ce qu'elles sont, et il me faudrait 4 relecteurs pour qu'ils ne fassent pas des crises cardiaques, les pauvres, pour réussir à avoir quelque chose de publiable. Donc mes jeux sont effectivement en bêta permanente, aussi parce que je suis incapable de savoir si je ne vais pas avoir un jour envie de revenir sur un de mes jeux, modifier quelque chose, mettre à jour un détail, et je suis aussi proprement incapable d'être capable de dire non, là c'est bon, c'est stable pour tel temps. C'est le gré du vent totalement. Ça, c'est intéressant quand même de te présenter sous cet aspect-là aussi. T'es une créatrice indépendante particulière de ce point de vue, tu vois. Parce que souvent à la cellule, les auteurs-autrices qui fréquentent la cellule, c'est des gens qui aiment bien les trucs un peu finis, on aime bien aller au bout justement pour avoir tout l'aspect aussi de la production, mettre les mains dans le cambouis et compagnie. Et donc c'est intéressant aussi d'avoir une autrice qui s'intéresse à ce qui se fait sur Itch.io, à cette espèce de démarche d'ashcan un peu punk, d'ashcan permanent en fait, voilà. Donc c'est intéressant, je trouve, de vous présenter tous les deux pour les auditeurs. Auditrice, je suis désolé pour Antoine Morgenthaler et Johan Fichet, mais je pense qu'ils sont plus connus en tant que piliers de comptoir. Tant de grands mots connus, je ne sais pas, mais voilà, la cellule. Non, mais à la cellule, je veux dire, à la cellule, pour les auditeurs auditrices qui vous connaissent un petit peu mieux. Alors, mettez dans les commentaires si vous avez 3 fun facts sur Johan et 3 fun facts sur moi pour prouver que vous nous connaissez. Mettez-les en commentaire, comme ça on voit ensuite. Moi, je vous connais assez bien pour dire que vous perdez au jeu. Merci Flavie. Flavie, tu vas venir avec nous jouer après ou pas? Ou non, tu sais pas encore, t'es trop fatiguée. C'est vendredi soir, je suis crevée. Ok, d'accord. Je trouve que c'est diffusé pas un vendredi, notamment un jeudi, donc je suis désolée. Ok, non, mais d'accord, très bien. Donc, Kaseo, tu es venu avec un jeu dans ta besace. C'est un premier jeu parce que tu es venu avec plusieurs jeux. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça, Symposium? Alors, Symposium, du coup, ce n'est pas un jeu de ma création du tout. C'est un jeu que je reviens de mes pérégrinations dans la région lyonnaise où, avec des amis, quelqu'un nous a fait jouer à Symposium. Donc, c'est un jeu qui est un héritier
rapidement de Force the Queen pour la reine, qui est connu pour être un jeu avec des questions qui sont posées et où l'histoire est créée au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'une carte finale soit tirée qui mette fin au jeu. Là, en l'occurrence, Symposium tient plus du jeu de société que du jeu de rôle. Et le contexte de Symposium, donc, qui est qu'on va jouer, entre guillemets, dans un symposium, donc une maison à boire grecque où des philosophes venaient se réunir pour se poser des grandes questions sur la vie et l'univers. Je cite ce qui est marqué sur les cartes. Si des historiens ou historiennes sont en train de s'arracher les cheveux, ce n'est pas ma faute. Et en l'occurrence, le jeu est assez simple. Il se compose donc du coup de 8 cartes qui représentent des philosophies de l'époque. Là, ici, par exemple, on a le stoïcisme, le cynisme, une courte description de la philosophie, donc très clairement très très courte, et qui résume juste quelques grandes idées de la philosophie. D'accord, ouais. On a une carte de questions de fin qu'on va glisser dans un paquet avec plein de questions, qui sont des questions de philo assez ardues. Par exemple, celle-ci, donc à traduire en français, est-ce que le deuil est le prix de l'amour ? C'est une des questions de ce qui existe dans le jeu Symposium. Alors attends, il est qualifié comment ce jeu sur sa boîte ? Jeu de société, jeu à boire, jeu apéro C'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? Je vais te vérifier. Competitive Storytelling Game. Ah, merci. Voilà, très bien. Voilà. Très très bien. Ouais. Competitive Storytelling Game. Voilà. Parce qu'effectivement, le jeu est américain. Je ne crois pas qu'il ait de traduction. Enfin, il n'a pas de traduction, c'est une certitude. Je ne crois pas qu'il soit actuellement publié en Europe ou autre. C'était de l'import dans le magasin dans lequel on s'est trouvé. Donc, d'accord. Et pourquoi ils avaient ça dans leur... le propriétaire la propriétaire du magasin, j'avais dû trouver ça. Alors, tu connais l'histoire de. Je connais pas l'histoire, mais j'ai peut-être une petite idée si je peux faire une petite pub du coup officielle pour le magasin Trollune à Lyon, qui en fait est un magasin de jeux de société, jeux de rôle, etc. et qui est extrêmement fourni. C'est très clairement tous les magasins que j'ai vus de France le plus fourni et le plus intéressant, et qui a dans son rayon jeu de rôle déjà plusieurs étagères, et qui a souvent de l'import en fait, souvent des indépendants. Ils ont littéralement une étagère dédiée à ce qui est français et indépendant. D'accord. Donc ça m'arrive assez souvent quand je descends à Lyon et que je vais là-bas de voir des jeux de gens que je connais qui sont en boutique. Ouais. Moi, je me suis fait engueuler par le patron de Trollune une fois. Parce qu'en fait, il voulait acheter la collecte de sens et je lui dis je suis désolé, j'ai pas d'offre, je sais pas. Et il m'a engueulé, il m'a dit mais ce scandale, mais vous vous rendez compte, comment voulez-vous qu'on fasse la promotion parce qu'apparemment un des clients lui avait demandé, tu vois. Et voilà, et ça m'avait fait réfléchir cette engueulade. Je m'étais dit mais oui, c'est vrai qu'on peut pas squeezer des boutiques comme ça. Et c'est après cette engueulade avec lui, il m'avait engueulé, et donc je me suis dit ah oui, c'est vrai que l'indépendance c'est un angle mort un peu de l'indépendance, le fait que on saute sur les boutiques, ça pour le coup les gens qui comme moi disent oui proximité, oui empreinte écologique, oui tout ça, c'est un peu un angle mort cette histoire de distribution en boutique. Mais moi, à l'époque, j'avais pas prévu mon modèle économique pour ça. Et il m'avait vertement dansé. Voilà. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour cette boutique et même pour cette conversation que j'avais trouvée, même si elle était très critique, très sympathique. Donc voilà. Et donc c'est là que tu as trouvé ça, parce que eux, c'est des experts. Ils jouent à tout, à plein de choses. Ils jouent à pas mal de choses, à ma connaissance. Très clairement, les personnes savent ce qu'elles vendent. Et effectivement, il y a pas mal de jeux en import qui ont été trouvés là-bas. Donc du coup, c'est aussi pour ça que si vous cherchez à l'obtenir, par contre, les frais de port sont inclus dans le prix actuellement. Ah oui, il est cher. Ouais, il est frais. Il est fin. Je pense que je peux donner le chiffre. Oui. Moi, je l'ai acheté à 40€. Donc, ça reste un jeu qui est massivement des cartes. C'est des très belles cartes, etc. Mais si on prend les autres jeux pour l'arène, enfin Force the Story, je crois qu'ils sont à 20€, quelque chose comme ça actuellement. Donc voilà, on est. Voilà. Et ça ressemble à un tarot de Marseille, en gros, pour faire simple. Le packaging, la boîte, voilà, ça ressemble à du tarot de Marseille pour nos éditeurs auditrices. Très bien. Alors, donc comment ça se joue ? Alors juste, on choisit une théorie philosophique et puis on va la défendre en buvant de la bière, c'est ça ? Alors c'est pas si éloigné de ça. Alors ce qui se passe, c'est que au début de chaque tour. Et il faut qu'il y ait au moins un tour par personne. Donc ça, c'est par rapport à où on va glisser la carte de fin de manière à arrêter la partie au bout d'un certain nombre de cartes tirées. Mais au début de chaque tour, les 8 philosophies vont être posées.
une personne va être choisie pour être l'hôte. Donc cette personne ne va pas choisir de philosophie. Il ne va pas parler ni débattre ce tour-ci. Toutes les autres personnes donc vont choisir dans l'ordre, une par une, la philosophie qui intéresse le plus de défendre cette fois-ci, en tout cas de représenter cette fois-ci. Et une fois que les philosophies ont été choisies, l'hôte tire la carte question et lit la carte question. Donc les philosophies sont choisies avant de connaître la question. D'accord. Et chaque personne, donc toujours dans l'ordre, a au maximum 2 minutes pour donner une réponse à la question selon la philosophie qui est devant soi. D'accord, ok. Antoine? Est-ce qu'il y a un minimum? Est-ce que tu dis au maximum de minutes ou est-ce qu'il y a un minimum conseillé, recommandé ou... Le jeu dit très clairement qu'il n'y a pas de minimum. Donc, D'accord. Donc c'est un peu vraiment très succinct si on veut ou si on n'a pas d'idée. Ou si ça peut être très succinct. Quand j'ai joué, globalement, c'était plus autour de 1 minute en moyenne. Sauf si D'accord. quelqu'un avait vraiment une idée, un développement à faire. Dans ce cas-là, on était plutôt sur 2. Et j'ai déjà vu des 10 secondes. Hein. Une fois que tout le monde a répondu à la question, l'autre choisit qui a donné la meilleure réponse, et le jeu est volontairement vague sur qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie que la réponse était la plus construite, représentait le mieux la philosophie devant ou autre? C'est volontairement arbitraire. Et on donne la carte. Donc du coup, il y a une sorte, d'où le compétitif, parce qu'on gagne la carte, on est capable à la fin de se vanter de on m'a donné plus de cartes, j'ai mieux répondu à pas mal. ma philosophie a gagné. Sauf que à chaque tour, on change de philosophie parce que le tour est terminé, la personne à côté devient l'autre, les philosophies sont remises au milieu, et donc du coup, tout le monde rechoisit une philosophie. On n'est pas le défenseur attitré d'une philosophie. C'est ça. Mmh. C'est ça. C'est Les intéressant. philosophies vont tourner. On peut sans doute, si on le veut, tourner sur les 2 mêmes philosophies, mais vu qu'on va pas être on n'est jamais toujours la première personne à choisir, les philosophies vont potentiellement partir. Il y en a 8 au total, ce sont des vraies philosophies grecques. Tu peux les citer peut-être, Ouais. là-ci? Donc il y a le stoïcisme, assez connu, le cynisme, Diogène, Ouais. thème, épicurisme, mon préféré. On reviendra sur toutes ces philosophies au cours du débriefing. Une que je ne connaissais pas avant d'avoir joué au jeu, qui est le fabulousness, plus connu sous le nom de l'alcibiadisme. L'alcibiadisme. Voilà. Et l'hédonisme, qui est ici, platonicisme, très grand classique, scepticisme, et le sophisme. Je suppose que c'est le sophisme, c'est sophistry. Donc je suppose que c'est Sophisterie. Tu veux voir, Sophisterie. comment Vas-y. ça dit? En lisant la carte, j'ai découvert que si c'est bien le sophisme, dans ce cas-là, le sophisme est plus complexe que ce que j'en connaissais, moi des juste de la rhétorique. Alors que là, on est sur une philosophie avec une vision... Non, mais on a une vision du sophisme des sophistes qui est en fait liée à nos études de Platon et qui est fausse. C'est-à-dire que Platon, à travers les banquets qu'il met en scène de Socrate, caricature en fait les sophistes. Et voilà. Mais en gros, on les caricature, l'homme est la mesure de toute chose. On a des phrases comme ça. Là, je vois que oui, ça a l'air d'être un peu plus philosophie pré-socratique, on va dire. Ce sont clairement des résumés. Le jeu dit clairement qu'il n'y a pas besoin d'être philosophe pour jouer. Ouais. Parce que, de toute façon, clairement, connaissant quelques philosophies sans être grande spécialiste, j'ai pu voir dans des parties des gens répondre totalement à côté de la plaque par rapport à la philosophie telle que je la connais réellement, mais c'est pas grave, ça donne quand même des réponses intéressantes la plupart du temps. Ouais, là c'est intéressant. Comment dire, la philosophie sophiste telle qu'elle est présentée par la carte, c'est un peu le droit de se vanter en philosophie, quoi. Il y a un peu de ça. C'est un peu du ludisme, tu vois. Il y a un peu de ça. Cette carte, c'est un peu la philosophie ludiste, quoi. Le but, c'est d'avoir raison à la fin. Quand on l'a joué, très clairement, on disait qui veut être de droite ce tour-ci. Il y a un petit côté comme ça. Bah, c'est intéressant. Mais... Alors, tu disais en préparation d'émission que soit j'allais aimer, soit j'allais adorer. Bah, écoute, pour l'instant, je pars optimiste. Après, je voulais absolument te montrer le jeu et je veux absolument voir ce qui se passe autour d'une table. Ok. Alors moi, je note quelque chose d'assez intéressant et je me permets de me faire les yeux des auditeurs. Je vois sur la carte, sur la table, une grande carte avec un X géant sur cette carte. Alors, je suis capable de dire à quoi elle sert. C'est une pub pour Elon Musk.
Alors, je suis capable de dire à quoi elle sert, même si j'ai vérifié, et là, pour le coup, le jeu, dans ses règles, n'explique pas à quoi sert la carte X, mais c'est la carte X pour l'arène, qui est simplement n'importe qui peut taper sur la carte à un moment ou un autre. Dans ce cas-là, si on venait de tirer une carte, elle est immédiatement passée, on passe à la suivante. S'il y avait un tour en cours de route, on passe à autre chose. Principalement, ça sert à éviter les problèmes. Mais c'est passer à autre intéressant, chose, Ça etc. n'est pas expliqué dans les règles. C'est pas expliqué dans les règles. juste là, Alors peut-être qu'elle est expliquée dans celle-ci parce qu'il y a une carte de résumé de règles. Je vais vérifier rapidement. C'est très intéressant parce que Ouais, parce qu'en plus, comme tu présentais le jeu comme étant ou se présentant plus comme un jeu de société que comme un jeu de rôle, ça m'a surpris de la voir là. Remarque, elle est pour l'arène aussi, qui Ouais, est non, pour la c'est pas forcément qui se définit pas avant tout comme un jeu de rôle, mais quand même c'est intriguant. Je vous vérifie et je viens de vérifier les cartes. Donc il y a parce que basiquement ce que je vous ai expliqué les règles, c'est présenté par des cartes, même principe que pour l'arène. Ouais. Et je viens de vérifier, il n'y a effectivement pas dans les cartes règles d'explication de la carte X. Donc je suis capable de savoir comment elle fonctionne parce que je sais d'où elle vient. Bien sûr. Ouais. Mais ça n'a pas été expliqué dans mais les règles. en fait, dans si les le Quelqu'un jeu qui trouve ce jeu par hasard, il pense que c'est juste un truc Monsieur X, un truc d'espion, qui se dit qu'est-ce que c'est que ça, à quoi ça sert. Ouais, mais Ok. en fait, le jeu s'inscrit dans une tradition de. Tu vois, si le jeu est par exemple vendu par le même éditeur que pour l'arène, voire même est présenté, bah, c'est possible parce que j'en ai déjà vu ça. Pour un hack pour l'arène, par exemple, c'était Mathieu B, je crois qu'il y a un site internet entier consacré à des hacks pour l'arène. Tu vois, il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans ce type de jeu. Si c'est le cas, il a plus besoin d'expliquer le truc. Tu vois, tu fais l'amour, Antoine. Ça a l'air de sceptique, Yohan. Juste pour dire que moi, je n'écouterai pas la cellule et je ne participerai pas à des podcasts de la cellule. Je n'aurais aucune idée d'à quoi sert cette carte. Ouais, mais alors, pareil, mais tu serais jamais tombé sur un jeu comme ça. Ça peut m'arriver de tomber sur des jeux comme ça. D'accord. Après, c'est surtout qu'en fait, j'ai jamais fait de jeu avec une X-Card. C'est la Et là, première c'est la première fois que j'en vois une en vrai. Ah ouais, excellent. Ok. Donc tu voilà. connaissais la théorie, tu Je vas passer connaissais à la la pratique. théorie, et puis c'est vrai que moi, j'ouvre un jeu, je vois ça, je n'ai aucune idée d'à quoi elle sert. C'est dommage. Je viens de vérifier, donc du coup, ce n'est pas le même éditeur du tout. Le jeu dit très clairement qu'il descend Descended from the Queen. Ouais, voilà. Donc From the Queen Story, on va voilà, dire. From the Queen Game. Il est très influencé par le jeu d'Alex Roberts, donc citation de la personne derrière. Le jeu connaît clairement ses origines, mais c'est vrai que je ne vois nulle part. Je viens de revérifier. La carte X est devenue tellement un poncif, tu vois, que maintenant elle n'a même plus besoin de s'expliquer. Elle est devenue une évidence. On pourrait presque en parler parce que je suis une personne qui vénère les sécurités émotionnelles. Je trouve que c'est extrêmement important. Je trouve que la carte X, dans un jeu de société, pourquoi pas, dans un jeu de rôle, ce n'est pas le meilleur outil de mon point de vue en vrai. Voilà. On a eu l'occasion de la critiquer, hein, bien des fois à la cellule aussi, à travers même des jeux. Dont c'est le propos même de parler de ça. Donc, je vois du coup this game contains no triggering material. Effectivement. Donc voilà, qui est justement un des propos de ce jeu. Est-ce que tu as fini ta présentation ? Ouais. C'est bon. Marie, est-ce que tu as déjà joué à ce jeu ? Non, c'est la première fois que tu joues ? Très bien. Ok. Donc en fait, Casséo, toi tu as déjà fait des parties par contre. J'ai fait une très longue partie de 4 heures où mes amis avaient bu tout le long de la partie. C'était absolument incroyable à voir. Et c'était drôle ? C'était absolument génial. Ce qui est très intéressant, et je vais voir si ça le refait, c'est parce qu'il y a un moment T, alors que les gens, j'ai fait, ce jeu fait que on a beau être en train de jouer, vous êtes en train de faire de la philo autour de moi. Ouais. Réellement. Ouais, oui. De la vraie philo. Ouais. C'est un concurrent à sens, c'est ça que tu veux dire ? C'est pour ça que je me disais peut-être que tu vas le haïr. Ah oui, mais en plus la sécurité émotionnelle est mieux gérée en plus parce qu'il y a une carte, donc déjà voilà. On pourra en reparler. Ça trash. Très bien, merci. On va voir ça. Eh ben on y va, on joue. Alors, fin de la partie de Symposium. Alors, on peut faire un premier tour de table. Antoine. Oui, bonjour. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai trouvé ça assez cool. Ouais. Très clairement, c'était assez sympa, on s'est bien marré. Ce qui est tout bête, mais c'est important de dire que l'humour, je trouve, joue pas mal de rôle dans ce jeu. Après, ça émerge, etc. selon les participants, mais quand même. Le premier truc, si tu me
si tu me prends au dépourvu, c'est que j'étais un peu méfiant parce que c'est quand même un jeu qui a vachement cette structure, ce que j'appellerais le syndrome de la page blanche, mais à l'oral. Ce côté, à toi, fais un monologue, vas-y. Ouais. Et systématiquement... Très casse-gueule, ça. Très casse-gueule. Ouais. Et dès le début du jeu, enfin, peu importe qu'on soit au début ou à la fin d'ailleurs, parce que avec la fatigue, on peut être en manque d'inspiration ou autre. Il y a un peu ce côté... oh, si je manque d'inspiration, je vais être ridicule ou quoi. Pour rappel sur le système, c'est vraiment... par exemple, je vais prendre celui que j'avais au dernier tour. J'avais pris comme philosophie, j'ai déjà oublié, l'épicurisme. Au dernier tour, j'avais ça. Et la question, c'était... qu'est-ce que ça veut dire d'être bon ? Qu'est-ce que ça veut Donc dire voilà, on est vraiment sur de la question de bac de philo, vous avez 4 heures, machin. Sauf que là, t'as 20 secondes pour faire 2 minutes. 20 secondes de réflexion pour faire 2 minutes, en gros. Donc, il y a ce côté clairement intimidant, ce qui fait qu'il y a du challenge dans le jeu, quoi. Il y a une compatibilité, il faut vraiment se dire, ok, faut réfléchir, faut poser quelque chose, mais t'as plein d'axes pour t'en sortir. Tu peux, si t'as vraiment pas d'idée, aller sur de l'humour, un truc succinct qui dure 10 secondes, tac, faire plus une punchline, un effet d'annonce, et puis voilà, c'est rigolo. T'auras peut-être pas la carte, quoique. Donc voilà. Si t'es plus inspiré, et notamment si la question est plus cohérente avec la carte, bah, tu peux développer un peu. Avec la théorie philosophique que tu as, si la question est bien alignée, ouais, c'est ça. Il y a un peu de chance, on va dire. Donc, dans l'expérience que j'ai eue d'une seule partie, le jeu évite cet écueil par sa rapidité et ses enjeux quand même assez légers, globalement. Ce côté-là émerge pas trop, alors que moi, je suis plus sensible à ça, et même si j'essaie de me débrouiller après, vite, quand cognitivement, c'est trop lourd et que c'est pas assez fun de se lancer, bah, je peux me dire, bon, c'est bon, j'ai vu, non merci, quoi. Et là, ça va, tu vois. J'aurais pas fait 40 tours de plus, mais j'en aurais bien fait 3 ou 4. Donc voilà, bonne expérience. Intéressant, ouais. Cassio ? Moi j'ai déjà joué au jeu et j'ai retrouvé effectivement ce que j'avais fait dans la dernière partie, c'est-à-dire que on en parlera sans doute, mais j'apprécie le fait que le jeu effectivement est une très bonne excuse pour faire de la philosophie ou parler de philosophie, même de philosophie qu'on n'est pas fatalement d'accord, ou juste d'exprimer ou tenter d'exprimer des choses. J'aime bien le fait que je trouve que le jeu est sympa parce qu'il prend un peu au piège. C'est pas vraiment pris au piège parce que son esthétique ou autre, et il amène à réellement par moments développer des idées qui sont pertinentes en vrai, ou qui sont très impertinentes, mais ça reste une manière de discuter de choses en fait. Ouais, et par rapport à ça, il y a une chose qui est très, très sympa dans ce jeu. Donc Antoine, tu disais la peur de la page blanche, etc. Mais de par la thématique, ça permet en fait de s'en sortir, puisqu'on n'est pas obligé de faire 2 minutes au maximum, on peut même faire beaucoup moins, des choses très courtes, mais il suffit de donner quelques mots, ça s'arrête pour nous le chrono, mais les autres derrière vont rebondir. Ça, c'est une chose que tu avais vue aussi dans la première partie, où c'est les gens, une fois qu'ils ont terminé leur réponse, on passe à la suivante. Un peu moins. Le jeu donne absolument pas de règles pour encadrer ça, mais c'est vrai que la première partie que j'avais fait, on était beaucoup plus sur chaque personne dit quelque chose, et on avait moins. Là, on a eu quelques interactions de oh vous dites ça, oh je rebondis sur ce que vous avez dit, ce qu'on n'avait pas eu. Je plaide coupable. C'est moi qui ai amené un peu cette dynamique dans la partie. Je pense qu'il n'y a pas à plaider coupable parce que je pense que le jeu accepte ça. En vrai. À partir du moment où tu dis c'est un jeu à boire, tu acceptes tacitement quand tu es l'auteur ou l'autrice d'un jeu que les règles vont être un peu dépassées, que ça va être un peu bousculé. On est dans un symposium, c'est comme dans une assemblée dans laquelle chacun peut s'exprimer. Pour moi, l'ambiance, en fait, la règle de vous êtes dans un symposium, ça fait que de toute façon, il y a du brouhaha, il y a des chuchotements, il y a des clameurs, il y a des esclandres, il y a des rires, il y a de l'interaction. Pour moi, c'est tacite, et dans la mesure où c'est un jeu à boire, je pense que c'est tacite. Maintenant, c'est vrai qu'on pourrait aussi choisir dans le grand silence de se passer le bâton de parole et de faire l'effort de se taire, etc. Mais je sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que c'est l'esprit du jeu. Je saurais dire. Les gens avec qui j'avais joué, les gens buvaient légèrement, hein, mais étaient quand même toujours très calmes, etc. Il n'y a pas eu de grandes clameurs, etc. J'ai trouvé intéressant le fait qu'on rebondisse, enfin, quand il n'y a pas de coupure de parole, je pense que le jeu tiendrait mal si jamais on parlait pendant les tours de parole des autres. Je crois que les règles disent qu'il ne faut pas le faire, mais je les ai pas là, enfin,
Je pourrais vérifier là sur les cartes, ça me semble évident. Contrairement dans un symposium, on ne joue pas réellement la politique de la cité. Mais tu par vois, contre, regarde, même à l'Assemblée nationale, les gens se coupent la parole, mais les gens continuent à parler. Oui. C'est-à-dire que tu peux justement, c'est l'exercice, c'est de continuer à parler, à discourir, alors que les autres sont là en train de faire du brouhaha et du bordel. Je pense que peut-être la présence de la carte X va de toute façon aller sur le hey, quand je parle, laissez-moi parler. Par contre, le fait de rebondir, vous avez dit ça, je suis pas d'accord, mais ça c'était nul ce que vous avez dit, etc. À mon avis, ça c'était assez sympathique qu'on l'a eu sur cette partie. Alors parce qu'il y a des philosophies qui sont très explicitement quand même pas mal opposées sur certaines questions. Et puis en fait, parce que dans un jeu de rôle, ce sont aussi des gestes d'approbation. Oui. Quand tu fais semblant avec ton personnage de dire non, je suis pas du tout d'accord, indirectement, tu es en train de dire ce que tu es en train de dire, c'est très cool et ça crée du jeu. Donc voilà. Marie, t'en as pensé quoi ? C'était super drôle. Ouais. C'était très drôle et c'était vraiment simple à prendre en main et sympathique à... Il y avait vraiment la porte ouverte à mettre des idées qui sont pas forcément celles qui sont derrière les philosophies, quelque chose de très léger. Et ouais. Pardon, t'as apprécié le fait de devoir choisir les philosophies différentes, etc. Comment t'as choisi tes cartes, par exemple ? Alors, moi, j'ai choisi mes cartes. Au début, j'ai joué à la maison, dans les choses qui me semblent plus faciles, qui sont un peu plus proches de ce que je considère en tant qu'être humain comme quelque chose qui me paraît assez juste. Et puis après, j'ai pris des philosophies qui sont pas naturelles du tout pour moi, qui me paraissent beaucoup plus éloignées pour un peu comme dans un jeu de rôle, faire un personnage qui n'est pas soi, mais pour un peu voir... essayer de se projeter de voir un peu ce que ça peut donner, d'avoir cette idée-là, cette vision cette philosophie. Ouais. Prendre un point de vue qui n'est pas forcément le tien pour voir l'effet que ça fait de défendre, de soutenir et savoir avec quels arguments. Johan, je ne t'ai pas passé la parole pour l'instant pour me dire ce que tu avais pensé du jeu. Qu'est-ce que tu en as pensé du jeu ? Eh ben, excellente surprise, vraiment. Je te sentais enthousiaste. Oui. Ouais. Après, je n'ai jamais joué à... c'est pas For the Queen, c'est... Si, c'est ça. Si, c'est For the Queen. C'est For the Queen. Je n'ai jamais joué à ce jeu, donc je ne connaissais pas trop ce genre de mécanique. Le seul jeu vraiment avec des cartes qui se rapprochent et que j'ai pu jouer, c'est Il était une fois, où très rapidement ça devient le bordel le plus complet parce que tout le monde se coupe en permanence. Là, l'écueil de la page blanche que tu évoquais, Antoine, se faire sentir très rapidement quand les joueurs n'ont plus d'idée. Là, c'est super bien cadré. Le fait d'avoir un temps pour parler, le fait que on puisse choisir une philosophie pour lesquelles, comme tu disais, Marie, à un moment donné, peut nous permettre d'être quand même plus à l'aise. Ça, c'est quand même à la très maison, agréable. vous avez dit à chaque fois. Exactement. C'est toi aussi, Casséo, qui disait je prends ça pour pouvoir me reposer un peu. Tu n'as pas tout à fait dit ça dans les termes-là, mais ça se rapprochait. Ouais. Ça, c'est super agréable. Et vraiment... les échanges qui ont pu se créer étaient vraiment super cool. C'est le jeu, la petite surprise de tomber sur la question après avoir choisi sa philosophie, parfois te casse toute la stratégie que tu avais en mode je prends ça parce que ça je me sens bien dessus et tout, et d'un coup tu as un truc qui va complètement contraire à ta philosophie. Non, de la bonne surprise, des bons échanges, non, vraiment du très très bon ce petit jeu. Casséo, tu voulais ajouter quelque chose avant de repasser la parole à Antoine ? Non, moi je suis vraiment intéressé de voir ce que vous allez dire parce que voilà, moi quand je me rappelle qu'il était 2h du mat et quelques, au moment où je suis tombé amoureuse du jeu, c'est vraiment le moment où quelqu'un était en train de parler et j'étais là 2h du mat en train de dire je crois que quelqu'un à ma droite est en train de me parler de la nature profonde du temps, selon une vision qui est pas totalement la sienne, mais qui défend un petit peu quand même, et que ça dit des choses là-dessus. Et je crois que c'est assez rare que ça arrive quand même comme ça, alors que globalement, effectivement, ça reste un jeu. Ça reste juste un jeu où on est en train, au début, de prétendre être philosophe, finalement. Ouais. Et en fait, prétendre être philosophe, c'est déjà être un peu philosophe. Antoine, je t'ai vu réagir à ce que tu disais. Du coup, j'ai deux réactions. Une première pour aller dans ton sens, Casséo, c'est ce côté où on plaide pour sa philosophie, pour un personnage dans un sens où on peut
dire qu'on incarne un personnage qui a cette philosophie, etc. Mais du coup, il y a ce côté... les termes avocat du diable ont été employés dans la partie. Je ne dirais pas par qui, avec quelle philosophie. Parce qu'il y avait plusieurs moments où les gens se sentaient obligés de préciser qu'il y avait de l'exagération. Voilà, c'est ça. Donc il y a ce côté-là, clairement, qui, pour le coup, va vraiment dans le sens du jeu de rôle, en termes de posture, etc. Et l'autre truc, c'est que je voulais revenir sur les interactions supplémentaires ou non prévues qu'on a eues. Je pense qu'il y a à 2 niveaux différents qui sont plus ou moins émergentes. La première, c'est il y a le moment de parole en monologue, dans un timer de 10 secondes à 2 minutes. Et ensuite, le fait de reprendre des éléments des autres, c'est de l'approbation, mais c'est aussi une aide contre la page blanche. Quand quelqu'un a fait un truc avant et qu'on a soit une philosophie complètement adversaire, bah c'est du pain béni, on dit je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit avant, mais c'est pas un dialogue, on fait référence au monologue d'avant. Et à l'inverse, quand on a, par exemple, on a le cas beaucoup de fois entre l'épicurisme, le stoïcisme et un peu j'ai encore oublié le troisième, et l'hédonisme, qui sont peut-être les 3 philosophies parmi les 8 qui ont le plus de points communs. Bah, par moment, on avait besoin de reprendre ce que les autres disaient. Oh là 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 là, attention, c'est pas vrai. Hein. Non mais et l'hédonisme. Ah oui, c'est pas celle-ci la troisième dont je parlais, mais. Ah d'accord, ok, pardon. En tout cas, il y en a 3 parmi les 8 qui nous demandaient souvent de distinguer un peu. Non, c'était pas cynisme, hédonisme et épicurisme. Les 3. Je pense que stoïcisme, c'est vraiment très différent. En tout cas, c'était dans la dans la réalité philosophique du truc sûrement, mais nous, dans la connaissance qu'on avait dans la partie, et par rapport aux questions qu'on avait, très souvent quand on avait une de ces 3-là, surtout épicurisme, stoïcisme, on disait « je suis d'accord, mais ». On devait reprendre ce que les autres avaient dit pour se distinguer. Parce que comme le but c'était de recevoir l'écart, de séduire l'autre, il fallait quand même pas juste copier ce qu'avait fait le voisin. Et donc, il fallait dire « bon, ma philosophie elle est globalement d'accord, mais je distingue de telle ou telle façon ». Et donc c'était une autre raison pour laquelle on reprenait ce que les autres disaient spontanément. Donc il y a plusieurs raisons à ça qui là pour le coup je pense sont vraiment prévues par le jeu. Donc en fait la seule personne qui a la page blanche c'est la première personne à parler. Totalement blanche à un tour donné, oui. Mais encore au fur et à mesure, au pire s'il y a une philosophie au début où tu comprends pas trop, quand t'as vu les autres la jouer, bah t'as des éléments aussi. Donc oui, ça s'arrange avec le temps. Sachant que la première personne qui est amenée à parler est aussi la première personne qui est amenée à choisir sa philosophie. Oui. Donc elle a plus de choix. Oui. Donc elle est censée être à l'aise. En fait, je pense que la règle est faite pour que la personne choisisse parmi les 8 pour être vraiment à l'aise, pour prendre la parole en premier sur n'importe quel sujet. Ça aide un peu. Et du coup, le deuxième truc sur les interactions, Antoine, qui sont plus celles dont tu parles, Romaric, quand tu disais que c'est toi qui les a amenées, c'est les interactions qui étaient plus à moitié pendant le timer, où vraiment, on va dire... soit je suis pas d'accord, soit faire des applaudissements, soit dire ouh, vendu, dégagez d'ici. En dehors de la cité, en dehors de la cité. Et là, effectivement, on va beaucoup plus vers du dialogue, de jeu de rôle, de l'interaction et tout. Et ça, pareil, je suis d'accord que je pense que c'est quelque chose de pas prévu par le jeu, mais assez attendu, quoi. Ça fait partie de l'engouement qui se crée. Et tant que ça reste tant que le temps de parole est respecté et tout, c'est pas du tout un souci. Mais les deux sont pas au même niveau d'interaction, quoi, au même niveau d'intrusion, on va dire. Dans le deuxième cas, ça peut en être. Mais donc, il y avait, mine de rien, quand même pas mal pour un jeu en théorie de monologue, d'écoute et d'interaction. Voilà. Très bien. Très bien. Donc toi, tu as été surpris par cette dimension-là. Cassio, tu voulais ajouter quelque chose? Parce que je te vois... Non, moi okay, je suis juste ravi. Pour le moment, je suis juste ravi de... Okay. Je vois que tu as toutes tes notes. Moi, j'ai plein de choses à dire. Déjà, j'ai une première question à vous poser en tant que joueur-joueuse. Est-ce que vous êtes, quand vous avez pris votre rôle, quand vous avez pris votre question, donc une fois que vous avez pris votre rôle philosophique et une fois que vous savez quelle question vous est posée, est-ce que vous avez joué pour séduire votre hôte? Ou est-ce que vous avez joué pour séduire toute l'assemblée? Qui est-ce que vous cherchiez? De quel regard vous cherchiez l'approbation? Qu'est-ce que vous cherchiez à faire à ce moment-là? Je pense que ça, c'est une question qui va être fertile dans la conversation. Je sais pas, parce que je dirais que Antoine. Chercher le regard des autres, c'est finalement une forme de faiblesse. On peut pas. C'est déjà, la question est déjà mal posée en fait, parce qu'à partir de là, on peut pas. Si vous ne vivez que dans le regard d'autrui,
Forcément, vous allez dans le mur, dans l'erreur. Ce que je trouve génial, c'est que là, Antoine nous donne un exemple voilà, de ce qui s'est passé concrètement autour de la table. C'est-à-dire qu'on posait des questions comme ça et on répondait comme Antoine vient de le faire. Voilà, Oui, il avait effectivement le sophisme devant lui à ce oui, moment-là. T'avais pris le sophisme quand t'as... donc... C'est intéressant parce que moi, je sais que je suis capable de répondre que quand je réponds, soit je réponds pour essayer de faire rire la table dans son ensemble, ou soit par moment, ça m'arrive juste de dire « Oh, là, la combo, cette carte-là, cette philosophie-là, voilà. j'ai l'impression que j'ai juste une bonne idée, une bonne idée ou quelque chose que j'ai envie d'exprimer qui m'a l'air d'être une réflexion intéressante, et j'ai juste envie de l'exprimer de la manière la plus pertinente possible. » Mais alors du coup, c'est vrai que je visais pas spécifiquement, moi, gagner les cartes, mais je suis pas une personne très compétitive de base, de base. Eh bien voilà quelque chose que je trouve très intelligent dans ce jeu, par exemple. Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que le jeu nous met dans cette situation où on peut discourir de façon sérieuse d'un sujet si on en a l'envie, si on a des idées. On peut même passer l'accélérateur et parler, mais si on n'en a pas envie, on peut trouver une blague pour se défausser de la carte, etc. Et ça, je trouve ça très, très malin. Johan, toi, alors, du coup, est-ce que tu cherchais à séduire ton hôte? Est-ce que tu cherchais à séduire les gens? Est-ce que tu cherchais à dire quelque chose de pertinent par rapport à la question posée? Vraiment assez proche de KCO, à savoir quand effectivement j'avais la bonne combo carte question, philosophie question. Là, ouais, je me disais, oui, allez, il y a un truc à creuser là-dedans. Ma petite revanche par rapport aux questions du bac. Marie applaudit. Comment après, sinon, bon, à défaut, on va essayer de bricoler un truc. Et j'ai été en fait déçu d'un point, c'est que on garde en fait devant soi les questions pour lesquelles on nous a dit ça, c'est toi qui as le mieux répondu. Ouais. En fait, ça donne une sorte de tableau de score qui, je trouve, n'a pas sa place là-dedans. Et d'ailleurs, on ne l'a pas compté. Non. J'ai noté ici, c'est censé être un jeu compétitif. On s'est levé à la fin de la partie, on s'est tous toutes levés de la table, mais à aucun moment quelqu'un n'a compté les cartes qu'il y avait devant soi. Donc en fait, il n'y a pas eu du tout de compétition en fait. Ça, c'est intéressant. Je me demande à quel point c'est un jeu qui vient quand même de la culture américaine. La culture américaine, de manière générale, est un peu plus compétitive que l'européenne au niveau même de leur jeu de société, même de leur approche du jeu de rôle, en vrai. Et je me demande à quel point le fait que ça soit vendu de manière compétitive avec un petit aspect, c'est surtout parce que il y a une culture dans laquelle s'émerger, alors que je pense qu'effectivement, quelqu'un peut se vanter à la fin en mode « Ouais, on m'a donné 5 cartes, etc. » Mais ça ira pas beaucoup plus loin. C'est pas vraiment du scoring, c'est pas vraiment quoi que ce soit. En fait. Antoine. En plus, je crois que dans la culture et même dans l'éducation américaine, il y a beaucoup d'emphase sur la compétition dans le débat et dans le côté argumentation, discourir. Donc peut-être qu'il y a un côté exercice de ce type-là qui est plus accentué dans la vision du jeu à l'origine, peut-être, oui. C'est intéressant ça, parce que la nécessité d'être en compétition est quand même intéressante pendant la partie. Marie, même question que aux autres. Est-ce que tu as cherché à séduire ton hôte? Est-ce que tu as cherché à obtenir des cartes? Ah oui, j'ai complètement essayé d'obtenir des cartes. C'est Voilà. pareil, c'est la revanche sur le cours de philo. C'est bête, mais ça fait vraiment plaisir. Et le fait de... En fait, c'est de la même manière quand j'avais une carte avec la question qui était tirée, qui était la possibilité de faire quelque chose, que j'avais quelque chose qui me paraissait bon au point de gagner une carte, je le mettais même si c'était pas forcément mes idées. Et il y a des moments où, oui, c'est vrai. Et gagner la carte, avoir sa carte devant soi, avoir sa carte en se disant oui, c'est moi qui a réussi à obtenir une carte, c'est bien sympathique. Mais dans les faits, ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que comme on a le rôle d'hôte qui tourne, ça va pas être toujours, on va pas réussir à déterminer quelle est la philosophie. C'est moins évident de déterminer quelle est la philosophie qui va plaire le plus à l'hôte en question et d'essayer d'obtenir la carte de manière assurée en allant chercher les idées qui lui plaisent. Je trouve que c'est pas évident. Donc au final, on est quand même poussé à dire d'abord des choses qui nous plaisent à nous, plus qu'à dire des choses qui lui plaisent à lui. C'est plus simple et plus agréable, je pense. Est-ce que tu as profité de ce jeu pour exprimer des choses que tu as sur le cœur? J'ai
j'ai profité de ce jeu pour réfléchir à des choses pour lesquelles je ne prends pas le temps de penser. Ça, c'est intéressant. Tu as saisi ce jeu comme une occasion de se poser des questions qu'on ne se poserait pas dans la vraie vie, finalement. Comme un exercice de pensée, de prendre un concept et de se dire qu'est-ce que j'en pense réellement ou pas. Antoine ? Je pense que sur la stratégie de séduire l'autre ou pas, il y a un truc qu'on a tous eu, c'est ce que Cassio disait. En gros, il y en a plus que ça, mais les deux grandes stratégies, c'est l'humour ou, quand c'est pertinent, avoir juste simplement le truc le plus cohérent possible. Et juste que les gens se disent ah ouais, bien vu. Il a bien joué sa carte, bien joué le platonicisme, là, il a bien expliqué quelque chose de cohérent. C'était un peu les deux stratégies, quoi. Alors justement, et on faisait des mélanges et tout après, mais c'était un peu les deux grands axes, selon les cas de figure. Par contre, la question que tu posais sur séduire l'autre ou pas, elle est un peu différente. C'est vrai que moi j'y ai pas pensé comme ça. J'étais personnellement plus à séduire un peu toute la table, parce que j'ai dans l'idée que si l'autre voit que la table, inconsciemment peut-être, mais si l'autre voit que la table est séduite, il va être séduit aussi. De fait, l'autre ne prenait souvent pas complètement sa décision tout seul, ou quand il le faisait, personne disait ah bon, je suis surpris, j'étais pas d'accord quand même. Donc il y a cette influence-là globale où on cherche à séduire un peu tout le monde. Après, il y a l'autre truc que ta question sous-entendait peut-être, c'est, si j'ai bien compris, au moment où l'autre est choisi, on peut choisir notre carte ensuite, et tu demandais si on... Est-ce que tu nous demandais si on choisissait nos cartes en se disant ah là c'est Romaric l'autre, donc avec telle philosophie j'ai plus de chances de victoire en sachant que c'est lui. Ma question est générale, donc ça englobe celle-ci, oui, ça. Effectivement. Alors, moi j'ai pas du tout fait ça, mais j'imagine que c'est un truc possible. Et je l'ai pas fait du tout parce que déjà en fait moi je pense que quand j'étais hôte, jugé les autres par la performance, la qualité du truc et tout, et je les ai jamais jugés consciemment en tout cas, jamais jugés par ah ouais, il m'a convaincu, ou l'idée machin. Il y a plein de moments où il y avait des trucs qui étaient discutables et on votait pour parce que c'était un bel avocat du diable ou drôle, ou etc. Donc pour moi en tout cas, il y a de la séduction, mais dans la manière et pas dans le fond. Et d'où le fait que c'est vraiment un exercice de style avant tout, et un peu, mais pas complètement un exercice de contenu. On a eu quand même plein de fois effectivement la carte qui a été donnée, tout le monde qui était mais bien entendu qu'il fallait lui donner. Enfin je veux dire, c'était tout le monde autour de la table qui était mais oui Caradoc. Enfin je veux dire, c'était... Ouais, mais en même temps c'est logique que ce soit vraiment comment s'appelle le commun qui fasse le choix, parce que je m'en suis rendu compte dès le premier tour de table, quand tu es hôte, c'est une surcharge cognitive de dingue. Là, on est 5 autour de la table. Oui, si, je compte bien toujours. On est 5 autour de la table. Ça veut dire que potentiellement 8 minutes à retenir. Donc ça, dans le grand maximum, c'était plus, on va dire, 4 minutes. Mais 4 minutes intenses, divisées en 4 parties. Et là, pour se rappeler de tout ce qui a été dit, de tous les arguments qui ont été donnés, des petits trucs qui chevauchent, qui est-ce qui a dit ça, etc., la surcharge du gars qui doit donner la carte est juste folle en fait. Et là vraiment, c'est pour ça que l'humour, du moins je pense que c'est ça, ce qui fait que l'humour et comment ça s'appelle ? Oui, excuse-moi. L'humour et l'argument frappant, on va dire, va permettre de se démarquer des autres en fait. Je pense qu'au final, de toute façon, vu qu'effectivement, tout le monde ici, on n'est pas là pour noter un cours de philo et on n'a pas le temps. Donc du coup, on y va beaucoup au feeling. Donc ce qui va gagner, c'est ce qui va avoir touché l'affect de la personne qui donne la carte, mais aussi du coup de la table au final. Donc il y a ce qui est drôle. Hein. Typiquement, effectivement, Romaric a gagné une carte avec... on n'est pas tous égaux devant l'alcool. C'était 100% du développement. Voilà, quelques secondes. Mais c'était drôle, ça a été retenu, ça a marqué. Il y a la possibilité, à mon avis, aussi, effectivement, de toucher les affects dans plusieurs sens. C'est-à-dire de toucher l'affect en mode ce que tu as dit était franchement intéressant, ça m'a permis de réfléchir à un truc. Et là, il y a plusieurs fois où ça a été comme ça d'ailleurs. C'est ça. C'est en vrai autour de la table. Là, ça s'est démarqué parce que là en fait, c'est en train de tourner dans ma tête. Donc bravo, prends la carte. Et aussi des fois en mode, ce que tu as dit était profondément horrible. Félicitations, prends ta carte. Ouais, c'est vrai. Non, c'est parfaitement juste. Ouais, où on reconnaissait des propos politiques qu'on peut entendre, notamment chez les macronistes. Mais voilà, non, mais
C'était intéressant de se soyons- dire, tiens, ces vieilles pensées grecques, on peut aussi les réactualiser. Et parfois, le fait même de faire cet exercice de style, de réactualiser, de moderniser des pensées qui sont vieilles de plus de 2000 ans, eh bien, c'est intéressant et ça mérite une récompense. Et Mais- on a eu 2 exemples de ça. Alors, à part si tu voulais rester sur un Non, truc. Antoine, change- vas-y, go. Bah, on a pour embrayer, on a 2 exemples de ça différents sur du coup des hors sujets parce que c'est en dehors des trucs qu'on faisait. Ce jeu nous a fait avoir même brièvement des mini discussions Oui. qui n'étaient pas celles du jeu. C'est ce que disait Cassio Donc, tout ça à nous a l'heure. fait en disant, réfléchir c'est à tout l'occasion. Ouais. Les 2 exemples, c'était il y en a plus que ça, mais les 2 que j'ai en tête, c'est sur le scepticisme. On a eu un moment un mini échange sur quel est le scepticisme à la version Grec. antiquité grecque et quel est le scepticisme version moderne, comment Moderne. on peut les distinguer. On en a parlé 45 secondes, mais voilà, c'était intéressant de voir, tu l'as joué comme ça, moi je l'aurais joué comme ça parce que Ouais. machin. Donc c'était Parce qu'on n'avait pas la même discussion. vision du scepticisme. Donc ça, c'était intéressant. Voilà. Et une autre qui est revenue plus souvent, c'était la compatibilité platonicisme et les religions occidentales majoritaires que l'on Oui, connaît. exact. ouais. Et qui, moi, personnellement, m'a beaucoup surpris. Pas forcément surpris, mais j'ai fait d'accord, c'est à ce point-là. Enfin voilà, c'était un des trucs qui est revenu beaucoup, qui Ah était oui, assez, il y a une vraie- assez rigolo. Donc oui, les discussions, même brièvement, vont au-delà de ce que juste les monologues du jeu, et on se lance dans des petites, des bribes d'idées qui vont nous rester avec nous après la partie. Ça c'est sûr. Je pense que le jeu, en fait, a fait un bon choix, en tout cas dans sa version actuelle, de prendre des vraies philosophies. Vu que le jeu, quand même, très clairement, s'adresse à un public occidental, des philosophies grecques qui ont quand même beaucoup marqué la société de l'époque et qui continuent de marquer nos sociétés Alors actuellement. après, à l'exception de l'alcibianisme, Elle n'est pas connue, mais je connais pas du tout ça. elle n'est pas connue, mais on peut pas dire qu'elle n'est pas actuelle ou qu'elle fait pas référence à des choses qu'on peut sentir actuellement, en fait. Ouais, oui, d'accord, ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais, C'est que je pense pas que ces 8 ont été choisis totalement au hasard. Elles ont sans doute été choisies parce que effectivement, elles ont encore des bons échos dans Elle les résonne sociétés, dans l'actualité. dans ouais. l'actualité, dans tout ça. Et les questions qui sont posées sont des questions qui sont vraiment pas simples. Genre effectivement, qu'est-ce que c'est définis-moi le mal. Les hommes sont-ils tous... Enfin, pas les hommes, les personnes sont-elles Est-ce que toutes les d'égale vies valeur Voilà. Les vies se valent-elles? Un truc comme ça, c'est Ce qui est- chaud, ça. qui est une question super intéressante parce que Ouais. tout le monde autour de la table, si on répondait nous-mêmes, bien entendu qu'on répond oui, il n'y a pas de souci. Mais les philosophies qu'on a devant nous répondent pas tout de suite, très clairement. Non, ouais. Et donc d'un seul coup, on se retrouve, si on a pris une philosophie pour de rire, entre guillemets, en mode allez, je prends l'alcibiadisme, je vais m'amuser à me la péter un petit peu, et bam, la question tombe, est-ce que toutes les vies se valent? Soit je dois faire un effort pour justifier avec ce que j'ai devant moi que oui, ce qui du coup me force à réfléchir et à développer de la réflexion, ou soit je suis, ok, je vais être obligé de dire quelque chose qui est pas terrible, mais Tu sais, ce qui est rigolo, c'est que face à cette question-là, on a tous envie de dire que toutes les vies se valent, mais en même temps, on connaît tous et toutes des gens pour qui c'est pas le cas. Oui. Et par exemple, je suis désolé, mais les théories libérales, par exemple, juste la théorie libérale en tant que telle, voilà, les gens qui ne sont rien, les gens qui ont réussi et compagnie, ce sont des théories qui supposent une inégalité entre les différentes personnes, à minima. Après, je ne sais pas si les libéraux diraient que toutes les vies ne se valent pas, mais en tout cas, toutes les existences sont pas... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Oui. le jeu a le mérite de poser la question sur la table et de dire, bah, ah oui, et vraiment, si on est de droite, toutes les vies se valent, vraiment, parce que moralement, là, évidemment, tout le monde dit que oui. Mais quand on creuse un peu, quand on essaye d'aller au fond de la pensée libérale, est-ce que c'est vraiment le cas, tu vois? Et de poser au moins cette question-là, je trouve ça intéressant. Et je pense que c'est intéressant que ça soit des philosophies anciennes, parce que du coup, on a une distance à partir de là, et c'est beaucoup plus simple de dire « Ah ok, cette philosophie-là, très Ouais. clairement, elle va répondre non », Exactement. alors qu'en vrai, effectivement, ce qu'on développe, on s'en rend compte pendant que c'est dit, Ouais. c'est un discours qui est actuellement Qui est actuel. entendu dans les médias maintenant tout de Ouais, suite, en exactement, fait. ouais, exactement. Ah. Très intéressant. Donc, il prend du recul, en fait, et il ne s'inscrit pas dans l'actualité pour nous permettre d'en parler de façon décomplexée. C'est ça. C'est très intéressant, ça, comme exemple. Parce qu'effectivement, je pense que si les cartes étaient des partis politiques modernes, ça serait
beaucoup plus gênant. On serait beaucoup moins enclin à prendre. Allez, je prends ça, etc. Enfin, des gens le feraient. Hein. Je pense autour de la table qu'il y a des gens qui auraient aucun souci à aller chercher autres. Mais ça serait sans doute moins naturel, par contre, pour d'autres gens qui sont moins l'habitude de parler de tout ça et qui ont juste pas envie de prendre. Allez, je vais jouer le FN. C'est vrai, c'est voilà, normal. J'ai envie de vous poser une question. Ça va peut-être être une colle, hein. Mais à votre avis, dans le choix du game design du jeu, pourquoi l'auteur, l'autrice, je sais pas, d'ailleurs tu nous as pas dit, tu sais qui... pourquoi avoir fait le choix, pendant que je te laisse chercher ça, pourquoi avoir fait le choix de choisir sa philosophie avant que la question ne soit posée? Donc du coup, l'auteur s'appelle Jason Walter. Je n'ai pas la moindre idée de son genre. Je vais supposer masculin, mais je peux me tromper. Auteur-autrice. Donc pourquoi avoir fait le choix de faire en sorte que le joueur, la joueuse choisisse sa philosophie avant de connaître la question qui va nous être posée? Je pense qu'il y a plusieurs raisons dont on a déjà parlé qui rendent ça intéressant comparé à l'alternative qui est l'hôte est choisi, la question sort et ensuite on pioche. Bah déjà en termes de charge cognitive, si tu pioches après la question, tu dois même brièvement envisager 8 réponses différentes. Donc tu regardes les trucs, tu fais oula, qu'est-ce que je prends parmi les 8 possibles, donc ça rajoute un truc à ce moment-là. Ça, c'est dans le côté simplicité. Ouais. Mais à l'inverse, dans le côté challenge, on en a parlé une fois ou deux, la surprise du allez, je prends telle philosophie parce que j'imagine. Parce que je vais être chez moi. Et en fait, il y a une question qui, à ce moment-là, est compliquée ou autre. Voilà, c'est cette petite surprise de maintenant que tu as fait ton choix, défends-le malgré tout. Et donc, ça crée quand même une combinaison. Ça va encourager des gens à faire des combinaisons philosophie-question qu'ils n'auraient pas fait en toute connaissance de cause. Donc, il y a au moins ce double effet. Simplicité, tu choisis ton truc et plus tard tu réfléchis que à lui, tu réfléchis pas aux 8 en même temps. Et puis cette petite surprise, à chaque fois, non mais pour le coup, un des éléments du jeu qui était dans la réutilisation du jeu, un des éléments qui était pour moi le plus marquant dans le côté social, c'est peut-être pas de l'approbation, mais c'est plus de l'anticipation, quand l'autre prenait sa carte. Tout le monde le regardait, ou la regardait, et selon si la réaction était un genre de oulala, ou un oh sympa, ou un oh, les gens autour se demandaient à quelle sauce ils allaient être mangés. Et c'était un vrai moment de suspense à chaque fois. C'est tout bête, mais ça jouait beaucoup. Et pour continuer un peu sur ce que tu dis, un truc que moi j'ai adoré, même si, comme je disais, le comptage de points à la fin est pour moi plus que facultatif, le côté de on se pouille autour de la table en fonction de notre philosophie. Là, il faut vraiment se voir dans le symposium en mode bah ouais, la question elle m'emmerde, mais quand même on est le vrai philosophe. Je veux avoir raison de bout en bout en fait. Je veux donner mon point de vue. Je suis juste là pour donner mon point de vue. Et il y a un côté, même si mon école de pensée et hors sujet par rapport à ça, bah j'ai un avis quand même. Je vais inventer un truc, tant pis, je vais me débrouiller. Mais oui, mais bien entendu que je vais répondre à cette question. Oui, comment ça n'a rien à voir. Mais si, c'est très important que je réponde à la question de qu'est-ce que on doit faire de l'art. Même si c'est pour passer 30 minutes à dire que franchement, je trouve que ça sert à rien. Et ça, c'est un point de problématique pour moi dans le jeu. Parce que d'abord, ça sous-entend quelque chose que j'aime pas sur la philosophie, qui est que la philosophie aurait réponse à tout, ou qu'en tout cas, il est dans le rôle du philosophe d'avoir réponse à tout, qu'on ne peut pas dire je ne sais pas. Or, justement, le principe du philosophe, c'est que de temps en temps, il peut passer son tour et dire bien là-dessus, je ne sais pas. Et là, on sent bien, il y a un propos sous-jacent un petit peu derrière, même si c'est une petite caricature, c'est rigolo, on s'en amuse. Je pense que c'est juste une stratégie viable qu'on n'a pas pensé à exploiter, mais si quelqu'un parmi nous l'avait fait, avec grande élégance, à un moment avait dit, bah écoutez, sur cette question, je ne sais pas. Oui, alors. Tu sais pas si c'est pas une stratégie viable pour avoir la carte. C'est un peu en marge, mais. Platon pourrait le dire, tu vois, il pourrait citer son maître, dire la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Tu vois, j'y ai pensé à ces stratégies d'évitement, mais en vrai, c'est un peu. C'est pas jouer le jeu. On sent bien que le jeu nous pousse au contraire à dire tout et n'importe quoi sur un sujet qu'on ne maîtrise pas, etc. Et donc il y a quand même une vision
un petit peu BHL, si je puis me permettre, de la philosophie là-dedans, c'est-à-dire prendre la parole sur tout et n'importe quoi, surtout quand on ne connaît rien. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, quelque part... alors ça, c'est peut-être parce que je suis français que je dis ça et que j'ai l'habitude des nouveaux philosophes qui sont particulièrement à chier, mais je trouve qu'il y a dans ce jeu aussi une espèce de critique sous-jacente de la philosophie ou du philosophe comme personnage qui parle à tort et à travers. Alors sous cet angle-là, je suis plus d'accord parce que le concept même du symposium et la carte qui finit la partie qui dit vous êtes trop alcoolisé, trop sous pour continuer... Pour continuer à débattre. Ah non, la carte même c'est vous êtes trop sous pour continuer, virgule, plus de vin. Jouer de la flûte, jouer de la flûte, joueur, jouer de la flûte. Ouais. C'est ça que ça dit. Ça veut dire faites la fête, quoi. Donc faites la fête. Donc oui, il y a ce côté... la soirée. Non, mais il y a un côté, c'est vraiment le jeu apéro. C'est ça, ça ouvre la soirée, ça continue. Maintenant, discutez vraiment. C'est ça que ça veut dire, faiite la fête, tu vois. Mais aussi, du sens et de la surtout, fête, le parallèle avec le côté... le philosophe de bistrot, cette image cliché de on papote, on lance des trucs, on dit tout ce qu'on machin sans avoir d'infos ou quoi. Il y a ça désacralise la philosophie classique en la ramenant à quelque chose dans des rivalités, il y a un parallèle là qui est très amené quand même. T'as sorti un mot-clé qui est super intéressant, t'as dit désacraliser, et je pense que c'est pour ça que j'aime ce jeu, parce que je sais que moi, dans ma position sur beaucoup de choses, j'adore désacraliser les choses. Pas pour m'en moquer ou les rendre moches, mais juste pour dire les philosophes, c'était des gens qui se clashaient à coups de bouquins de 500 pages, en fait. Ils auraient Twitter de nos jours, ils le feraient dans des threads. Et ils le font. Et ils le font. Et je sais que quand j'avais joué avec les autres amis qui sont un petit peu certaines personnes un peu plus prudentes sur ces questions-là, j'avais justement avant parlé en disant arrêtez, enfin je veux dire, ok, quand il a écrit ça, mais quand il a quand même surtout dit que se masturber c'est très très mal en fait. Et j'aime beaucoup désacraliser les choses, pas pour les rendre moches, mais pour dire ramener au niveau des autres gens. Arrêtez de... Mettre sur un piédestal, c'est pas fatalement une mauvaise chose quand c'est pour dire les choses ont une valeur et doivent être protégées, mais quand ça devient quelque chose qui les rend inaccessibles, ça m'ennuie. C'est pour ça, je pense que j'aime ce jeu. Et c'était l'une de mes questions. C'est pour ça que je t'ai dit, je ne sais pas si tu vas aimer ou détester le jeu, Romaric. Ouais. Parce que je sais que ton approche est pas trop la même à ce niveau-là. En fait, c'est-à-dire que tu vois, tout de suite, on disait oui, les philosophes se répondent via Twitter et tout, et non, justement, les vrais philosophes, les philosophes qui pratiquent la philosophie dans les universités écrivent des papiers, il y a des comités de relecture. La philosophie, elle est laborieuse en réalité. La philosophie, elle n'est pas celle qu'on voit sur Twitter ou celle qu'on voit à la télé. Elle est, il y a Docteur Juliette, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui parle très très souvent de ce sujet-là et qui avait écrit un excellent article dans Arrêt sur Image justement sur la vision de la philosophie à la télé, comment celle-ci est tronquée, etc. Alors que la vraie philosophie, celle qui se pratique dans les laboratoires et les universités, ne ressemble pas à ça. Ma question, c'est quelle image de la philosophie le jeu véhicule-t-il ? Et quand on pose la question de cette manière-là, j'ai la sensation que le jeu véhicule d'abord une image de le philosophe, c'est celui qui parle de tout et n'importe quoi sans s'y connaître. Mais après ça, je suis d'accord avec toi, Casséo, que par contre, la volonté de désacraliser aussi le philosophe, de le faire descendre dans l'arène, dans le quotidien, ça d'abord c'est très grec ça. De faire descendre le philosophe dans l'arène. C'est déjà, donc déjà il y a un côté, en cela le jeu s'inscrit bel et bien dans la philosophie antique, d'abord, parce que le philosophe dans l'Antiquité, en tout cas l'image d'Épinal qu'on en a, c'est celui effectivement qui discourt dans la rue, sur l'agora, etc., et qui cherche à vendre ses idées un peu comme d'autres vendraient du poisson. Hein. C'est exactement l'image qu'on en a, et notamment chez les sophistes de Platon sont caricaturés comme ça par Platon. Et donc du coup, vraiment là de ce côté-là, il représente bien quelque chose, et en même temps il permet cette désacralisation qui dit vous êtes tous capables de faire de la philo. Et ça c'est très intéressant du point de vue de la culture juste populaire, de l'éducation même populaire. Je pense que ce jeu peut avoir des vraies vertus d'éducation populaire, c'est-à-dire de dire aux gens, regardez, vous êtes capables, même si vous n'êtes pas des philosophes universitaires, même si vous ne pratiquez pas de la philosophie telle qu'elle se pratique à l'université, vous êtes capables d'avoir des propos cohérents, de défendre des idées devant les autres, ce qui n'est pas facile. C'est ce que disait Antoine tout à l'heure. Il y a le fameux problème de la page blanche. On l'a tous et toutes dépassé autour de cette table.
Et donc, en cela, le jeu est aussi émancipateur. Il a aussi ce côté, émancipateur. Donc, je suis partagé, tu vois. Mais alors, moi, globalement, mon avis est très positif. Je veux dire, je suis partagé, mais voilà, j'essaye d'énoncer. J'essaye d'être critique parce qu'il faut l'être dans un podcast de la cellule si on veut mettre un peu de débat. Vas-y. En vrai, ce jeu, j'avoue qu'il m'a beaucoup plu. Et je l'achèterais volontiers et j'y ferais volontiers participer plein de gens. Mais je pense que ce jeu est meilleur avec des non-philosophes qu'avec des philosophes. Parce que les gens qui connaissent les théories qui sont là, et d'ailleurs c'est un petit peu mon cas, vont essayer d'être dans la performance. Ils vont être beaucoup plus dans l'idée qui aurait dit vraiment la théorie au sujet de ce sujet, au sujet de la question posée. Et je pense que si on est dans cet exercice-là, ça peut devenir un exercice un peu toxique de prof à élève, un petit peu, tu vois, genre oui, non, là, t'as pas dit. Platon n'aurait jamais dit ça. Tu vois, ça peut devenir un peu condescendant. Ça devient un truc de joueur expert. Ouais, ce problème-là, et là, je pense que ça peut se transformer différemment. Je pense que le jeu est fait pour jouer entre non-philosophes, tu vois. Ou alors avec un philosophe un peu modeste qui peut te dire de temps en temps, ah bah là il aurait pas dit ça, mais c'est ok, on s'en fout, tu vois. La métempsychose, enfin. La métempsychose, voilà. Alors pareil, pour expliquer l'exemple pour les auditeurs auditrices, mais effectivement à un moment donné tu as prétendu en utilisant Platon que donc l'âme n'existait pas ou n'allait nulle part, alors qu'effectivement Platon croyait en la métempsychose et au voyage de l'âme, etc. à travers le monde des idées. Bref. Et donc je t'ai repris, mais après, tu noteras, je t'ai pas interrompu pendant. Tu vois. Moi personnellement j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement une fois que le tour soit fini, que la carte soit donnée, t'es fait oh là là c'était totalement hors sujet, Platon en fait il aurait plutôt dit ça. Moi personnellement je l'accueille en mode cool, parce qu'effectivement j'avais totalement oublié ça. Et puis en plus tu me regardais en mode tu me regardais un petit peu en mode alors est-ce que j'ai dit des conneries ou pas, parce que j'étais sûr que j'avais dit des conneries. Voilà. Tu me posais un peu la question, donc je me suis permis de te dire la réponse, mais en vrai jamais j'aurais, tu vois, en temps normal si on me pose pas la question j'aurais pas étalé ma science, parce que je sais trop bien que la culture c'est comme la confiture, moi on en a, plus on l'étale. En même temps, moi personnellement il y a eu plusieurs moments dans la partie où j'ai eu cette posture là un peu à la fin de mon tour, notamment les tours où je misais plus sur chercher une vraie cohérence que sur l'humour. Encore une fois il y a ces deux stratégies. Dans le moment où tu cherches une vraie cohérence, il n'empêche qu'après tu te retournes vers l'autre, mais pas que, en disant ça va, c'était pas hors sujet, c'était pas machin, et à ce moment là le type d'approbation que tu recherches c'est pas dans la performance de l'humour, du décalé ou quoi, mais c'est une forme de ouais non c'était intéressant tout, et t'as cette petite inquiétude là de la non-cohérence, elle est présente parce que mine de rien, pour réussir cette cohérence là on veut apprendre sur le tas un peu, on veut comprendre sur le moment, plus on fait des tours de jeu, plus telle philosophie où au début quand on a lu la carte on n'a rien compris, et à la fin de la partie on se dit ok je crois que je commence à voir un peu, donc il n'empêche que pendant la partie on cherche vraiment à apprendre à comprendre cette cohérence là. Donc avoir des joueurs, pas forcément experts, mais qui peuvent aider sur des points à être un peu semi-arbitre de cet aspect-là, sans pour autant qu'ils prennent l'ascendant ou autre, ça peut être quelque chose que les joueurs accueillent, tu vois, et recherchent en fait. Non, puis tu vois, ça a été donc, l'occasion moi, c'était pour les uns et les autres de parler de Monsieur Phi, des chaînes YouTube, par exemple, qu'on regarde les uns les autres sur la philosophie, des philosophes qu'on aime, qu'on apprécie, des philosophies aussi, quand on dit on est à la maison en prenant une carte, ça veut dire qu'on dit quelque chose de nous aussi, qu'on est en train de se dévoiler devant les autres joueurs et joueuses, donc je trouve ça quand même assez intéressant. Et puis sur la totalité des questions qu'on s'est posées, franchement, il y a eu peut-être 3, je crois à peu près, ou 4 réponses qui étaient sur la forme, souvent caricaturales avec le fabulousness et la sophisterie. Oui, c'est les deux les plus... à part ça... En vrai, on était très souvent sur le fond. Franchement, on a tous fait l'effort de... C'est 75%, à 75%, on était en mode vraiment à essayer de construire quelque chose d'intéressant sur le fond, etc. C'est vrai que dans la façon dont je l'ai dit, je les ai peut-être opposés, mais en fait, l'humour et le fond, la cohérence, c'est deux stratégies, mais c'est pas l'une ou l'autre. Par moment, on faisait les deux en même temps. Parce qu'on cherchait quand même à être un peu séduisant, drôle, c'est peut-être réducteur, mais en même temps à être vraiment pertinent sur le fond. Et on finissait par une punchline quand même,
Voilà. Mais une punchline qui était là pour le fond. Voilà, Qui était on faisait un peu pertinente. voilà, on faisait les deux en même temps. Chercher à la quand fois à être Ils drôle, sont pas opposés, mais oui. à être drôle en collant à la théorie qu'on avait. Tout à l'heure, l'hédonisme, tout à l'heure que tu citais Casseo, quand j'ai fini par dire on n'est pas tous égaux devant le vin, Oui. ça correspond quand même pas mal. Ça, c'était de l'hédonisme. C'était de Ouais, l'hédonisme. c'est l'hédonisme. Moi, je sais que la punchline que j'ai sortie, c'est être bon, c'est quand même un autre mot pour dire être médiocre. Oui, voilà, ça c'est pour les sophistes. Pour le sophisme, mais qui colle en fait. C'est Voilà. une punchline, mais ça colle avec la Parce que philosophie. l'argument final, c'était de dire que être bon, c'est valider le fait qu'on est parti à la compétition. Ce qu'il faut, c'est être le meilleur. C'est Et donc, ça. il ne s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être le meilleur. Je te trouverais ça génial, quoi. Ça, moi, je te donnais je sais pas qui devait te donner la carte. C'est toi, Marie, je crois, qui lui a donné la carte au final. Tu as bien raison. Je pense que la petite punchline drôle, cohérente avec la philosophie et qui passe est souvent Voilà. c'est un petit peu le combo quand t'arrives à la placer, Et t'es voilà. vraiment ravi. Donc, on est récompensé à faire concilier la forme, le fond, Oui. le propos. Et donc, le jeu est vraiment malin. Encore plus, parce que comme Johan l'a dit tout à l'heure, on a 4 discours à retenir, même pas forcément à rien en détail, mais à avoir une impression. Et quand on a une punchline mémorable à laquelle se raccrocher, qui était une belle conclusion sur un ensemble, ça nous reste. Et à la fin, on se dit, ouais, clairement, tout à l'heure, ça marchait bien, je lui donne la carte. Donc c'est aussi ça, marquer les esprits, être mémorable, c'est cet accord-là du fond et de la forme. Et pour être... Vas-y, Cassio. Même si cette punchline était horrible. C'est c'était indépendant. Alors, voilà. et justement, moi, ça me fait penser à la philosophie d'un gars qui est Feyerabend. Anything goes. C'est-à-dire que pour défendre une idée philosophique, c'est pas forcément celle qui est la plus belle ou la plus rationnelle ou la plus vraie. C'est aussi celle qui sait le mieux communiquer, qui sait le mieux s'exprimer, qui sait le mieux se vendre, qui sait le mieux apparaître à la télévision, aux heures de grande écoute, etc., etc. Et donc, quelque part, le jeu, tu vois, il tend vers cette forme de cynisme-là, là non plus au sens des cyniques grecs, mais au sens du cynisme contemporain, qui est que, voilà, tout va finalement pour imposer ses idées, à la fois le propos, la raison, l'humour aussi, l'élégance, le style, la classe, tout simplement. Donc, non, mais voilà, c'est vrai que c'est bon. En tout cas, voilà, je trouve le jeu bien fait. Il fait réfléchir à plein de choses. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Cassio Kidam, d'avoir amené ce jeu. C'est super. Merci à toi. Pas de souci. J'avais une dernière petite question, peut-être que je voulais vous poser, que j'avais complètement zappé, mais qui est intéressante. Est-ce que pendant que les autres parlaient, vous les écoutiez vraiment, ou est-ce que vous étiez occupé à formuler votre réponse à venir ? Parce que moi, plusieurs fois, quand j'étais le dernier à jouer, j'ai eu beaucoup de mal à écouter les autres joueurs et joueuses parce que je réfléchissais énormément à ce que j'allais dire. Et je me demande si ça, c'est pas un petit défaut dans la cuirasse du jeu quand même. Je vais donner une réponse de philosophe. Ça dépend en fait des moments, j'avoue. Il y a des moments où j'étais, ok, je sais quelle réponse je vais donner. Donc je peux écouter. Je peux totalement écouter. Et il y a d'autres moments où j'étais, la question là, et la philosophie que j'ai là, et c'est chaud à combiner. Donc voilà. Il y avait toujours un petit moment de flottement entre les deux. J'arrivais à plus ou moins concilier les deux, en tout cas en ce qui me concerne, à me concentrer, on va dire, parce que sur ce que disait la personne qui était en train de faire son discours. Donc, pas de souci de ce côté-là. D'ailleurs, ça permet aussi un peu de s'en inspirer, etc. Et de prendre des petits éléments. Ah, tiens, ça c'est malin. Ah, ou alors, ah, tiens, j'ai pas pensé à cet élément-là, ou je n'avais pas du tout vu cette question sous cet angle-là. Je ne suis pas d'accord. Exactement. Et par contre, effectivement, quand ça vient à toi, si t'es pas capable d'improviser, je pense que ça doit être un enfer de réussir à mémoriser ce que disent les autres, ou même d'essayer d'essayer d'écouter ce que disaient les autres, en fait, de toute façon, dès qu'on est le dernier joueur. Tu penses que c'est un jeu qui donne la part belle aux rôlistes et à l'improvisation d'une manière générale ? Ouais, ça facilite. C'est pas que ça permet de donner un avantage certain, mais ça permet quand même, au-delà d'avoir un gros avantage, de faciliter les choses. Ça permet, comme je disais, d'écouter et de s'en inspirer tout en... Comment ça s'appelle voilà, t'improvises. Tu vois que dans ta première partie, tu t'es un peu vautré, donc tu prends un petit détour, etc. Quand tu sais improviser, c'est quand même beaucoup plus confortable. Ouais.
Je suis assez Antoine. d'accord avec toi, c'est vrai que tu essaies de faire les deux en même temps, de bien suivre ce qui est dit avant et parfois, selon ce que tu as, gérer la pression de quand je vais parler moi, qu'est-ce que je vais raconter. Mais ta question me fait me réaliser que la présence de l'autre, elle n'est pas anodine parce qu'il y a un changement simple dans le jeu qui est tout le monde a une question en même temps, au même tour. Et au lieu d'avoir un autre qui arbitre, à la fin, on vote, qui est le plus... Oui. Voilà. Mais en fait, déjà quand tu es hôte, tu as un temps de repos. Un tour où tu te poses pas de questions ou quoi, donc de repos vis-à-vis de l'imagination. Par contre, l'écoute des autres, elle est costaud. Mais en plus de ça, ça garantit qu'il y a toujours au moins une personne qui t'écoute vraiment dès le début à fond. Donc ça permet quand même ce truc-là, de même si tu commences en premier, l'autre t'écoute à fond normalement. Et limite, la personne qui joue en dernier, elle sait que elle a tellement le temps que je pense qu'elle peut écouter tranquille. Et peut-être que c'est que ton voisin d'après quoi, qui va avoir cette tension-là entre désolé, j'écoute pas trop parce que moi j'ai la pression pour après. Donc ça va. C'est une tension qui est un peu gérée quand même de trois manières. Très bien. Ça va. Marie. Par rapport au fait d'écouter et de penser en même temps, oui, je le faisais aussi. Moi, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est quand on écoute la pensée qui est développée par l'autre personne qui est juste avant soi, eh bien, parfois, il faut quelques secondes parce qu'on a donné de l'attention à la personne, on a essayé de voir par rapport à sa pensée ce qu'on a. Donc, il faut un instant parfois pour pouvoir se replonger dans le rôle et dans la philosophie qu'on va essayer de présenter. Surtout quand l'autre avant est convaincant, c'est en mode ah ouais, c'est plutôt bien. Attends, je joue quoi moi? Ah non, mais non, je joue un truc que j'ai pas envie. Ce moment épique, alors il y avait déjà 3 personnes qui avaient fait la question et je me suis retrouvée à dire vous pouvez répéter la question parce que je ne me souviens. Là, j'ai l'impression que le sujet a dévié. Ouais, excellent. Et ça montre aussi que le jeu est quand même gourmand en attention, mine de rien. Il demande des ressources cognitives qui sont importantes, en tout cas. On a parlé combien de temps la partie a duré d'ailleurs? Je ne sais pas du J'ai tout. pas fait attention. Sachant qu'on a volontairement paramétré, choisi une partie plutôt courte. Parce qu'on savait qu'on avait le Parce qu'on podcast savait qu'il y avait le derrière. podcast et tout. Je n'ai pas la moindre idée de quand est-ce qu'on l'a démarré. Je dirais qu'on a facilement fait 1h30 a priori à venir, d'après les trucs. Moins de 2 heures, c'est sûr, je pense. Moins de 2 heures. Le jeu, de toute façon, annonce effectivement facilement un 3... Voilà, average playtime, 4 heures. D'accord. Ah ouais, quand même. Ouais, donc c'est vrai que ça peut vite être... C'est vrai que contrairement... usure, au bout d'un moment. C'est ça. C'est que contrairement aux autres jeux pour l'arène, là, chaque carte... Tout le monde autour de la table, sauf une personne, va parler dessus. Oui, c'est donc vrai. la multiplication est quand même très très Puis après, très c'est le temps max, je pense, 4 heures. Je veux dire, on a fait toutes les cartes en 4 heures, je pense. Si chacun a 2 minutes, logiquement, enfin, ça dépend combien de joueurs on est aussi. Je sais pas, tu vois, c'est les symposiums, il pouvait y avoir du monde chez les Grecs. Je crois que dans le banquet de Platon, il y a une vingtaine ou une douzaine, entre 12 et 20 personnes, je sais plus, mais tu vois, quelque chose comme ça, quoi, autour de la table, tu vois. Donc, la boîte annonce pour 3 à 8 personnes, logique, il y a 8 philosophies. Oui, donc, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai qu'il y a que 8 philosophies. Donc effectivement, à mon avis, l'expérience, là on a joué à 5, à mon avis, l'expérience à 3, à 5, à 8, c'est pas la même chose. Pas la même. Ouais, donc si le jeu vous intéresse et si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas à bien réfléchir à la durée de la partie que vous sentez de faire. Et au nombre de personnes, et pas hésiter à faire une partie courte pour être sûr. Et d'autant plus courte si vous êtes nombreux en termes de tours de jeu. Enfin voilà. Pour pas vous engager dans quelque chose qui serait quand même assez intense. C'est ce que j'ai vu. Je pense que c'est pour ça que les règles, et c'est la première fois que pour un descendant de For the Queen, il y a cette règle, c'est que en fait, on joue jusqu'à ce que la carte de fin soit tirée ou que l'on veuille s'arrêter. Ce qui est évident, mais c'est la première fois que ce qui est une non-règle, c'est absolu ou autre, mais c'est la première fois que je le vois écrit tel que sur les cartes. Et je peux rajouter quelque chose par rapport à For the Queen, parce que moi, For the Queen m'avait pas tellement convaincu, et celui-là me convainc, et je pense qu'une des raisons... Je cherche en fait dans ma tête pourquoi est-ce que ce jeu me convainc plus que For the Queen. Je crois que c'est parce que là, on joue quand même un petit peu en convergence. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment autour de la table. Tu vois. Dans For the Queen, ce qui me pose problème, c'est qu'on demande à des joueurs de raconter des anecdotes, mais on voit pas très bien dans quelle situation les joueurs autour de la table sont. Alors que là, on est dans un symposium, on est tous dans la même salle,
autour d'une même table, a priori avec du vin, c'est-à-dire que les joueurs sont effectivement en train de se rassembler pour discourir les uns avec les autres. Là où dans For the Queen, je vois pas tellement dans quel contexte les propositions sont énoncées, par exemple. Ce serait un premier élément de réponse pour dire pourquoi ce dispositif me convient plus ou me convainc plus que celui de For the Queen, c'est que je trouve qu'il est mieux, il cadre mieux avec ce qui est fait effectivement ce soir autour de la table. Ce serait pour ça que par rapport à For the Queen, je le trouve un petit peu meilleur. Et en plus, dans For the Queen, je trouve qu'on improvise trop de choses. Alors que là, le fait d'être cadré par des philosophies et à travers les caricatures qui sont offertes dans les descriptions de ces philosophies, des caricatures de personnages, ça aide à mieux cadrer en fait le propos de son discours et ce qu'on va raconter. Antoine, tu veux ajouter quelque chose ? En fait, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fil rouge, dans le sens, comparé à For the Queen, dans le sens où For the Queen, il y a plusieurs tours de jeu, mais on construit la même histoire tout du long, on enrichit un univers au fur et à mesure. Et là, en fait, c'est vrai que c'est une des questions que je m'étais posée au début, et puis ça m'est sorti de l'esprit. En fait, à chaque tour, on fait une question différente et il n'y a pas de lien entre elles. On ne développe pas une fiction, clairement pas. On développe des idées ponctuelles à un moment. Et donc, en fait, il y a quand même des fils rouges qui émergent dans les petites réactivités, les anecdotes. D'un moment, on va dire, quelqu'un va reparler d'un truc qui ressemble à une question 3 tours avant, et puis il va y avoir une blague. Oh, c'était comme quand tu avais fait machin Caradoc, truc. Voilà, ça devient des private jokes et autres. Mais il y a aussi un peu ce fil rouge de l'apprentissage et de la progression ensemble, qui est que au tour 5, tout le monde va avoir une meilleure compréhension et une meilleure image de ce qu'est le stoïcisme qu'au tour 1. Donc, même si c'est plus le même joueur qui l'incarne, le personnage stoïcisme se précise quand même. Exactement. Donc, c'est pas juste une suite de tours décorrélés, il y a quand même une progression qui n'a pas de conclusion ou de finalité, il n'y a pas un début, un milieu, une fin, il n'y a pas d'histoire. Ce mais sont les pensées qui discutent progression, quoi. C'est pas vraiment des personnages. On avance quand même. On n'est pas on tourne pas en rond non plus, quoi. C'est intéressant. À l'aune du Maelstrom, tu vois. S'il fallait étudier ce jeu à l'aune du Maelstrom, se poser la question, est-ce que c'est un jeu de rôle ? Est-ce qu'il y a un Maelstrom ? Bah oui, on est tous autour de la table en train de faire des propositions, mais vont-elles dans un contenu fictionnel malléable ? Et si oui, quelle est la forme de ce contenu fictionnel malléable ? Parce que dans le contenu fictionnel malléable tel qu'il est décrit dans le Maelstrom, on imagine quand même qu'il y a une fiction qui se présente à l'esprit de chaque joueur qui le contemple, ce contenu fictionnel malléable. Là, c'est quoi la fiction qu'on s'est racontée ce soir ? Bah, c'était juste ce symposium, c'était juste des philosophes qui sont le cynique, le sceptique, l'hédoniste, qui sont en train de discourir ensemble. C'est quoi la fiction qui est racontée par ce jeu ? S'il y en a une, tu vois. Il y avait un truc intéressant dans l'ancienne partie que j'ai jouée, c'est que le sophisme était vraiment devenu la philosophie de droite. Genre, attitré. Genre, réellement. C'était comme ça qu'elle était dite. C'était, tiens, j'ai envie d'être de droite, je prends le sophisme. Et quelqu'un autour de la table a dit, je pense que le sophisme, c'est un peu plus compliqué que ça, même la carte elle-même. Oui, non, et le fait est que, oui, effectivement, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est pas etc. Mais de fait, à quel point c'était pas notre contenu malléable autour de la table, que autour de la table ce soir, c'était acté que le sophisme était devenu le droitard. Était devenu notre droitard. Et c'est ce que dit Antoine quand il dit ce sont les cartes qui deviennent des personnages, tu vois. Là, on avait le sophiste était devenu le personnage de droite. Alors, que dit notre pote de droite ? Tu vois, pas forcément notre pote d'ailleurs. Le sinistre était quasiment systématiquement tout joué par quelqu'un qui imitait Diogène, ou en tout cas la caricature de Diogène sur la fin. Johanna. Moi, la première partie d'un tour où on sélectionne son courant de pensée, ça m'a littéralement fait penser à Citadel. C'est le premier jeu qui m'est venu en tête quand j'ai vu le système de sélection de... c'est quoi Citadel alors ? Citadel, jeu donc du coup où il faut créer une cité, tout simplement. Et en fait, les mécaniques du jeu vont être basées sur 8 personnages qui vont avoir chacun une capacité particulière. Il va y avoir le voleur qui va pouvoir voler les pièces de quelqu'un, l'assassin qui va pouvoir suriner quelqu'un d'autre, le marchand qui va récupérer plus de pièces, etc. Et donc, exactement comme pour ce jeu-là, chaque personne va prendre une carte. C'est pas au milieu de la table, mais il va avoir une main, il va prendre une carte, il va la mettre face cachée devant lui, donner le paquet au gars de gauche, ou à la fille de gauche, prendre une carte, faire la même, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes. Jusqu'à ce que tout le monde ait pris un personnage.
on remet les quelques cartes qui restent au milieu de la table et on va appeler dans un ordre très précis et très procéduré. D'abord, Le voleur. l'assassin. Ouais, l'assassin. L'assassin. Ah non, on sait toujours que c'est le même ordre. Ok. Ouais, toujours le même Pardon, ordre. excuse-moi. On appelle l'assassin. S'il y a quelqu'un qui a pris l'assassin, il va se révéler, il va dire « j'assassine par exemple le marchand ». Ok, très bien. Ensuite, on appelle le voleur. Le voleur, du coup, il va dire « je vole Un le tel. prêtre ». Voilà. D'accord, ouais, ok. Bref, on va Ça y est, faire. ouais. Là, on va pas du coup appeler le marchand parce que il s'est fait suriner. Et le prêtre, s'il y a un joueur qui a incarné le prêtre, il va se révéler et il va se faire piquer les trucs. Est-ce qu'il y a une fiction qui est créée par ce jeu Citadel? Ouh, Non, c'est des mécaniques. Non, mais Voilà. Oui, mais là, tu vois, moi, c'est un cas limite, par exemple, ce jeu-là, ici. Parce qu'il y a quand même une unité de lieu. Il y a une unité de temps. On est chez des gens, on est chez quelqu'un. Je trouve qu'il y a quand même... Moi, j'avais des images. Je suis désolé, mais quand j'ai joué, j'avais des images qui me venaient en tête. Je vous imaginais en train de discuter autour d'un poulet. Toi, je sais plus, à un moment donné, il y en a... Non, mais je pense qu'on peut imaginer une scène, enfin, ce lieu, un peu comme dans les contes de la Bécasse de Maupassant, où chaque chasseur va raconter à son tour son récit. Moi, j'avais une image. Enfin, il s'est passé quelque chose. Il y a un contenu fictionnel malléable qui s'est créé. Par contre, c'est vrai qu'il a une forme très étrange. J'avoue que c'est... Pour ça que moi, en préparation du podcast, j'avais l'intuition que ça ressemblait au Baron de Munchausen, et pour moi, ça se concrétise, parce que même si dans Baron de Munchausen, on raconte vraiment des fictions, ce sont des fictions décorrélées les unes des autres, et à côté des récits individuels, des monologues, il y a une espèce d'ambiance qui est un genre de contenu fictionnel malléable de ce soir-là, les trucs récurrents qui se mettent en place, les références, les blagues, les personnages qui évoluent. C'est effectivement très, très léger, très, très évanescent, mais il y a un vrai début d'image de jeu de rôle, je trouve, Étonnant. dans l'expérience qu'on a eue. Alors c'est peut-être parce qu'on a fait pas mal d'interactions, et encore pas tant que ça, c'était pas non plus central ou quoi. Hein. Ça, même sur les interactions qu'on a eues en plus, de se répondre et tout, ça, c'est quand même un peu présent, je pense. Est-ce que la comparaison avec les loups-garous de Tire-ce-Lieu t'a été déjà signalée, Kidam? Non, mais j'étais en train d'y penser justement. Les jeux à rôle. Les jeux à rôle, à rôle. Mais dont Citadel fait partie en fait. Citadel fait partie en fait. On est en plein dans cette discussion-là. Parce que je repense, moi j'ai beaucoup joué effectivement donc à Avalon The Resistance, qui est un jeu à rôle qui a des rôles qui sont très marqués et des règles assez simples et où effectivement, bon bah voilà, ça commence, il y a des choses qui se développent un petit peu par au-dessus. Bah, typiquement l'assassin qui est parmi les méchants, c'est très bon bah du coup on sait que c'est la personne qui regarde et qui cherche pas vraiment à se cacher parce qu'il s'en moque. Mécaniquement ça a un sens, mais ça fait aussi une sorte d'ambiance autour de la table, c'est-à-dire que c'est ok, qui est en train de chercher désespérément qui doit assassiner, qui en a rien à faire qu'on voit que c'est un traître, des choses dans ce goût-là. Il y a peut-être quelque chose effectivement de similaire. Moi quand je suis arrivé, je l'ai présenté comme un jeu de Enfin, je t'ai présenté plus comme un jeu de société qu'un jeu de rôle. Voilà. Tout à fait. Ce que tu es en train de dire va peut-être me faire changer un petit peu d'avis. Non, je sais pas, je pose la question, tu vois, du contenu fictionnel créé. C'est comme For the Queen, c'est pareil, c'est des styles qui sont un peu... Mais je trouvais, voilà, à titre personnel, que ce jeu a mieux réussi à produire un contenu fictionnel malléable que For the Queen, bizarrement. Je comprends pourquoi. Je suis très fan de For the Queen, faut le savoir. Mais je comprends pourquoi, parce que For the Queen, je le pose comme un jeu qui a posé une bonne base, mais qui est, comme beaucoup de jeux qui posent des bonnes bases, il est très très exigeant parce qu'il y a des pots cassés. Et typiquement, effectivement, For the Queen, c'est un jeu où la première carte qui est tirée est hallucinante de terreur parce que il y a pas de rôle autour de la table, il y a pas de personnage autour de la table, il y a peu de cadres autour de la table et c'est la personne qui répond à la première question qui va devoir tout faire et c'est très 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 dur. Enfin, les premiers tours de For the Queen sont extrêmement exigeants. Et donc si tu penses que si ça part mal, il y a moyen d'avoir une très mauvaise expérience de jeu alors que le jeu en lui-même est bon. Le jeu en lui-même, c'est effectivement, il paye ce pot cassé là. Je pense beaucoup à Donjons et Siphons qui vient après. Alors là, c'est une petite tangente sur ces jeux-là, mais Donjons et Siphons te demande de choisir un personnage en fait dès le début, et ça change beaucoup la donne. Ouais, ça change énormément la donne. C'est sûr. Et les questions pareilles qui sont posées sont, vu que dans Donjons et Siphons, on joue les agents de nettoyage du maître du mal, et bientôt les élections syndicales vont avoir lieu. Et donc du coup, en fait, chaque carte a une question pour toi, et en bas, tu dois choisir qui était ton coéquipier
et c'est lui qui répond. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs par là-dessus qui cadrent un peu plus et donc rendent sans doute plus simple de faire émerger une histoire par la suite. On s'entendra sur le fait que For the Queen est un jeu qui fait date. Oui, ça, il n'y a aucun doute il y a là-dessus. aucun Tu vois. souci là-dessus. C'est ça, le truc, c'est juste que voilà, pour moi, le jeu, dans ses parties, échoue à faire ce qu'il promet. Bah, tu dis qu'il existe des patchs, des machins, des améliorations, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est un chef-d'œuvre. Tu vois, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est pas incompatible. Je veux dire, j'entends la critique, je la comprends très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Et en ceci, je trouve ce jeu un peu plus abouti, Symposium. Après, peut-être que c'est parce que ça parle de philo et que ça me parle plus. Non, je pense qu'il est mieux cadré. Le fait d'avoir des rôles, le fait d'avoir des choses, etc., il est plus simple à prendre en main. Je sais que mettre des gens... Étrangement, For the Queen, j'arrive à dire des gens qui sont pas rôlistes à les mettre devant, mais je sais aussi qu'il faut que je choisisse quand même des gens qui ont un profil qui ont vraiment pas peur de prendre la parole, ou alors que je fasse la table de manière à être sûr que ça soit les derniers à parler, de manière à ce que des gens aient déjà parlé avant. Alors que là, je pense que j'ai pas trop peur de mettre quelqu'un qui est en deuxième de manière générale, quoi. Ça passe. En tout cas, un jeu très étonnant. Il avait tout pour ne pas me plaire, et pourtant, je me suis bien amusé. Parce que c'est vraiment le genre de jeu, moi en général, j'aime pas du tout. Tu vois, tu tires des cartes, tu racontes, t'es en position d'auteur à moitié. Enfin, il y a plein de trucs, il y a plein de dynamiques. C'est ce que disait Antoine très bien. Il y a le syndrome de la page blanche, il a très bien décrit un peu toutes les craintes. Le Baron Munchausen, j'avais pas trouvé ça spécialement ouf, par exemple, même si j'avais bien rigolé le soir parce que mais tu vois, enfin c'est, je sais pas pourquoi ça, celui-là. Comme on l'a dit, ça va plus rester après la partie. Ouais. Réflexion, Mais des petits trucs. moi je crois que c'est à cause de cette convergence qu'il y a entre ce clair, qu'on est en c'est train clair. de faire autour de la table, effectivement en tant que joueur, et ce qu'on imagine les philosophes sont en train de faire autour de la table. Je suis sûr que cette convergence joue un rôle dans le succès du jeu pour moi. Marie, tu voulais ajouter quelque chose ? Les philosophes, à la fin de la partie, ils avaient un peu des... Moi, j'avais dans mon esprit, j'avais des images, j'avais des petites caractéristiques étranges, comme les personnages secondaires dans le jeu de rôle peuvent en avoir. Les PNJ peuvent avoir des petites particularités, comme un chapeau. Exactement. L'alcibiadisme, pour moi, il avait de magnifiques cheveux. Il avait forcément de magnifiques cheveux. C'était un athlète, mais avec... Est-ce qu'il était debout quand il parlait, alors et que les autres étaient assis ? Toujours debout. Exactement. Tu vois, c'est tout con. Ouais. Mais là, c'est dingue. On n'a jamais décrit ça à aucun moment, et pourtant chacun d'entre nous, on l'a imaginé. Ça, c'est la beauté du contenu fictionnel malléable. Je trouve ça incroyable. Et effectivement. Et par exemple, est-ce que moi j'imaginais par exemple c'était le cynisme, le cynique, je l'imaginais un peu avachi sur la table. Ouais. Oui. Ah si, il y a eu un moment donné, il y a eu de la gestuelle. Antoine a quitté le symposium. Oui. Il a décrit son personnage comme Valéry Giscard d'Estaing, au revoir. J'ai autre chose à faire et de mieux que discuter avec vous. Ça, oui, mais ça donne une incarnation et donc des propositions dans le contenu fictionnel malléable. Il y a un personnage qui s'est levé à un moment donné et qui est parti. Mais tu vois, ce genre de truc, c'était peut-être l'exemple le plus marquant, mais comme tu l'as dit, il y a eu des moments où on s'est mis debout, le langage corporel jouait beaucoup dans l'incarnation des personnages. Oui. Ça n'a du sens que quand il y a une grande convergence. Ce côté Et oui. qui pourrait aller vers le GN, Exactement. parce que le propre du GN, Freeform. c'est la convergence à fond. Alors que dans For the Queen, on n'a pas ça. Ouais, Oui, bah oui. parce que plus de posture d'auteur et Ouais, tout. Donc exactement. là, plus de convergence, plus de corporalité, de Plus semi-GN. d'incarnation. On a peut-être Ça va une ensemble, élément ça de va réponse. ensemble. Hein. Ça, c'est logique. Marie. Il y a des philosophies qui m'ont paru être moins faciles à jouer en quelque sorte. Par exemple, le stoïcisme, c'était un petit monsieur, une petite dame, Ouais. peut-être religieux, peut-être quelqu'un qui travaille avec des textes, quelqu'un qui est très dans le cérébral et dans le maintien. Et ce n'est pas quelqu'un de très haut en couleur qui allait marquer beaucoup les esprits, à mon sens. Excellent, Il y c'est a- vraiment excellent. Il y a clairement dans les C'est philosophies vrai. des qui vont vite. Enfin, l'alcibiadisme déjà, à mon avis, est chouette. Enfin, c'est l'une des seules qui a deux noms parce que c'est la fabulousness. Autre ou aussi nommé alcibiadisme. Donc on sent qu'il y a la volonté de mettre un nom et de remettre. Donc il y a quand même déjà une philosophie qui se démarque parce qu'elle n'est pas très connue et vu comment elle est écrite, très clairement, elle va se démarquer très vite. Le cynisme, peut-être que c'est plus pour les gens qui connaissent un peu, mais dès que quelqu'un connaît Diogène, le cynisme va se détacher immédiatement. Ouais. Le platonicisme aussi va devenir un personnage à part entière, rapidement, parce Oui. qu'il est très, 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 très perché par rapport aux autres. J'imaginais un peu sérieux. Tu vois, c'est le seul qui répond toujours sérieusement aux questions.
Oui, Ouais. mais on dirait Oh. qu'il est un peu au-dessus d'un nuage. Oui. Ah bah complètement, hein. Il est dans les idées, il est dans le monde des idées. Ah, Donc il- c'est- C'était complètement fou et très léger tout en étant très sûr de lui. Ouais, c'est intéressant. Enfin, voilà, Ouais, je ouais. trouve qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. C'est des cartes qui deviennent des personnages. C'est fascinant quand même. Bel exemple. Merci beaucoup Cassio Kidam de nous avoir apporté ce jeu. Eh bien, de rien. C'était vraiment très intéressant. Merci Marie, merci Antoine, merci Johan. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.